Bonjour à tous, bienvenue dans les Rencontres lumineuses pour une nouvelle humanité. C'est une émission qui interroge et qui propose des alternatives, des outils pour vivre pleinement et joyeusement cette parenthèse terrestre. Les experts, les personnalités qui interviennent dans ce podcast inspirent par leur façon d'appréhender le quotidien, la vie. Très heureuse de recevoir Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur. Il est l'auteur de Tous résistants dans l'âme et de Traverser la peur, l'Odyssée du réel, paru aux éditions Guittret-Daniel, et Agonie et renouveau du système de santé, paru aux éditions Exuvie. Bienvenue Louis dans le premier épisode des Rencontres lumineuses pour une nouvelle humanité. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Valérie, merci beaucoup de me recevoir. Tu as été une des premières à m'interviewer au tout début des événements du Covid, il y a presque 5 ans maintenant. Je m'en souviens comme un moment rafraîchissant parce qu'on parlait d'autre chose que simplement de l'épidémie, des chiffres, du nombre de morts, du nombre de gens contaminés, du R0, etc. Mais un peu plus dans la profondeur. Alors pour certaines personnes, ça peut paraître un truc de bisounours. Et moi, je crois que c'est au fond le réel enjeu. Quelque chose qui est beaucoup plus profond que tout ce qui nous paraît important en surface. On est pris sans cesse dans les remous de la guerre, des épidémies, des pénuries, des crises économiques, des rebondissements politiques X ou Y. Et ça nous fait comme oublier nous-mêmes, comme si on était sur un plateau pris dans des forces centrifuges qui nous amènent à prendre position pour des choses où finalement on n'en sait rien, c'est très lointain, on n'y peut rien de toute manière. Et puis c'est comme si au passage on s'oubliait soi-même. Je crois qu'on est dans un moment là où il est temps de revenir un peu à soi-même et à l'intérieur du royaume. Et alors, quelle est ton actualité ? Parce que tu n'exerces plus en tant que médecin. Alors, j'exerce de temps en temps en remplacement, mais j'ai pas d'activité fixe. Alors, c'est plus pour mettre du beurre dans les épinards, on va dire, et puis pour garder la main et la pratique, mais ça permet pas de s'investir dans une équipe. C'est le système des remplacements, tu sais, qui a émergé beaucoup en médecine et dans le soin, et puis dans plein d'autres choses, dans plein d'autres secteurs économiques, et qui montre un peu justement la désagrégation des structures institutionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, probablement, si j'étais que remplaçant, je pourrais mieux gagner ma vie que quand j'étais temps plein à l'hôpital public. Et tu pourrais te dire, mais c'est un peu fou, quoi. C'est-à-dire que être un mercenaire, ça marche mieux que d'être un pilier sur lequel repose quelque chose de stable et de nécessaire pour notre société. C'est un peu pareil dans l'éducation nationale où tu vois de plus en plus de remplaçants, la proportion de gens qui sont en arrêt maladie ou en arrêt prolongé ou en disponibilité est de plus en plus importante. Et les élèves, les étudiants voient arriver des profs vacataires qui passent 1 mois, 2 mois, sans vraie pérennité. Et ce schéma, il me semble de plus en plus prégnant et il dit quelque chose de notre société. Et, pour mon actualité, pour répondre à ta question, justement, il me semble que 2026, là, est une année où il y a une sorte de retour à Ithaque nécessaire. Par retour à Ithaque, j'entends la traversée d'Ulysse, pour ceux qui connaissent, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et donc Ulysse traverse 1000 périls, il est transformé enfin ses copains sont transformés en cochons par la sorcière Circé. Circé d'ailleurs, si on s'en souvient, une sorcière qui maîtrise tous les remèdes et poisons. Elle est en panpharmacone, on dit panpharmaca en grec, ça veut dire elle maîtrise tous les pharmacones. Pharmacone, c'est le poison et le remède en même temps. Ça a donné pharmacie en français, et pharmaceutique. Preuve que la pharmacie, c'est toujours et le poison et le remède, et que les sorciers, ceux qui sont au fond de leur grotte à nous transformer en cochons, sont ceux qui maîtrisent tout ça. Je ne sais pas si cette image vous parle sur les dernières années, mais effectivement, si on regarde ce que sont les laboratoires pharmaceutiques et puis les gens qu'il y a derrière, les révélations des dossiers Epstein en disent quelque chose, puisque Epstein a l'air d'être à l'interface de tous ces gens pour décider qu'est-ce qu'on fait en recherche, qu'est-ce qu'on fait en termes de traitement, comment on gère les épidémies, qu'est-ce qu'on met sur le marché comme médicaments. Ce sont des sorciers qui nous font perdre notre propre identité, au fond nous transforment en porcs. Ça rappelle aussi une première scène du voyage de Chihiro de Miyazaki, qui est quelqu'un qui a fait des sortes de dessins animés au Japon, qui est un artiste du dessin animé
et où la première scène, c'est une petite fille qui voit ses parents se transformer en cochons en mangeant comme des porcs, justement, dans une fête foraine. Et puis, ils lui répondent même plus. Ça y est, ils sont transformés, ils sont plus capables. Alors, c'est un rappel de l'Odyssée d'Ulysse. Et puis, Ulysse va même jusqu'à être enfermé dans la caverne du géant Polyphème, le Cyclope. Et ce géant le cherche partout. Et Ulysse, pour lui échapper, est obligé de perdre son nom, de faire semblant qu'il s'appelle Nemo. Nemo, ça veut dire personne. Nemo Néménis en latin, ça veut dire personne. Il y a le même mot en grec. Et ça, c'est intéressant parce qu'est-ce qu'on n'a pas perdu un peu notre identité ces dernières années? Bah, moi, tu me disais que j'étais médecin réanimateur, mais je ne sais plus très bien ce que je suis, au fond, parce que je le fais en remplacement. Je fais de l'anesthésie, surtout en remplacement, qui était l'autre partie de mon métier, mais que je faisais moins souvent. Et puis, j'ai découvert plein d'autres métiers au passage. On a fait des films de cinéma avec des visas d'exploitation. Il y a eu Suspendu, des soignants entre deux mondes par Fabien Moine. Il y a eu qui racontait l'histoire des soignants suspendus, justement ces gens qui sont mis en dehors du système alors qu'ils en étaient les piliers. Ça rejoint ce que je vous disais au début. Et puis qui s'en sont jamais bien remis, hein, moi le premier, mais tous ceux que j'ai vus suspendus, au fond, il y avait comme une perte de confiance dans le système, on pourrait dire, c'est-à-dire les structures institutionnelles qui nous tiennent. Perte de confiance dans la politique, dans les médias, dans la création du savoir scientifique, dans le système de soins, dans les orientations administratives du système de soins, dans la façon dont il est financé et remboursé. Et à la fin, l'envie de faire ça autrement. On avait perdu la finalité initiale. Et c'est vrai, si vous regardez l'Odyssée d'Ulysse, il perd son chemin, il ne sait plus où il est. Il erre dans la Méditerranée en faisant des tours et des tours, puis il ne sait plus où il doit aller. Alors que là où il doit aller, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il doit retourner à la maison. Il doit retourner à Ithaque. Ithaque, c'est son royaume, c'est son île, qui est dans l'Attique en Grèce. Et puis, quand il rentre, personne ne le reconnaît. Et parce qu'évidemment, vous imaginez qu'il a bien vieilli, qu'il a les cheveux blancs, qu'il a de la barbe, il a l'air d'un crasseux pouilleux, il a oublié son propre nom. Et le seul qu'il reconnaît, c'est son chien. Je crois que c'est Argos, son chien. Et tous les autres, même sa femme, ne le reconnaissent pas. Alors que sa femme ne fait que l'attendre. Hein. Vous savez, c'est Pénélope qui refait la tapisserie tous les jours. Elle la défait et la refait en l'attendant, en disant bon, quand est-ce qu'il revient, dans une sorte d'éternel retour. Et pendant ce temps, il y a des prétendants qui sont rentrés dans la salle du trône et qui cherchent à, d'une part, épouser Pénélope et d'autre part, à prendre le pouvoir. Ils l'ont pris d'ailleurs. Et un des rôles d'Ulysse, ça va être de chasser les imposteurs. C'est drôle, c'est un vieux texte, hein, ça date peut-être de 800, 900 avant Jésus-Christ. Donc on est à 2900 ans, et puis ça raconte un peu notre histoire. Est-ce que au sein de la société française, au sein de notre propre vie, il n'y a pas des gens qui ont pris le pouvoir et qui nous ont comme expropriés de chez nous, expropriés de tous nos savoirs, de tous nos savoir-faire, de nos savoir-être, de nos savoirs théoriser et comprendre ce qu'on vit. Et là, c'est le moment de revenir. Alors, revenir, ça peut être récupérer les savoirs. Il y a beaucoup de gens qui s'informent et qui commencent à comprendre comment fonctionne notre monde, quelles sont les architectures invisibles sous-jacentes au niveau économique, au niveau politique, et puis plus largement ces architectures invisibles, on pourrait dire spirituelles, qui sous-tendent ce qui se passe dans le monde. Et puis il y en a qui récupèrent des savoir-faire, se remettent à cultiver par eux-mêmes alors qu'ils n'avaient jamais mis les mains dans la terre, ils n'avaient jamais essayé de mettre une graine. Alors ça se passe plus ou moins bien. Parfois c'est des savoir-faire simples comme refaire à manger. Parce que beaucoup de gens ont perdu le fait de savoir faire à manger. Même avant de faire à manger, de découper les légumes. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les grandes surfaces, on vous vend des bananes déjà épluchées, des avocats déjà pelés. Ouais. Ça, c'est hallucinant, oui. Ouais, ça a du succès, hein, parce que il y a une partie des gens qui cherchent à revenir au royaume, mais il y a une partie qui est en train de se perdre, qui est en train de tout perdre, d'être balayée au passage. Et c'est le double mouvement de notre société, il me semble, à la fois un effondrement et un balayement dans des vents cycloniques qui nous emportent, et puis de l'autre côté, des gens qui, au contraire, cherchent le centre. Et les deux mouvements coexistent et ont du mal à se comprendre. Parce que c'est comme si vous croisiez quelqu'un sur le chemin qui va dans un sens en vous disant c'est par là qu'il faut aller, et puis vous êtes en train d'aller dans l'autre sens en pensant que c'est là qu'il faut aller. Vous dites mince, c'est lui qui a raison, c'est moi. Et puis lui aussi se dit mince, c'est lui qui a raison ou c'est moi. Puis rapidement, chacun s'oublie en disant non, c'est moi qui ai raison, c'est sûr, c'est par là. Alors que peut-être c'est un troisième chemin qui est un peu différent, qui est une sorte de bifurcation par rapport à tout ce qu'on pensait de certitude. Donc mon actualité, c'est que il y a cette partie-là pour
survivre. Mais comme je te disais, on a fait des films. On me demande beaucoup de faire des conférences. J'ai écrit des livres, tu les as cités, hein. On a fait des œuvres d'art. Il y en a une qui s'appelle Escape Game, qui raconte l'histoire d'un personnage qui cherche à échapper à la matrice, en gros, hein, dans un jeu vidéo ultra violent. C'est drôle parce que ce jeu vidéo, il s'appelle GTA V, très populaire chez les jeunes. C'est un jeu où on incarne un personnage qui doit faire plein de trucs transgressifs. Et là, il va y avoir un GTA 6. Et GTA 6, il tarde à le sortir parce que petit à petit, il y a l'intégration de l'intelligence artificielle. Les monstres vont plus simplement interagir avec le personnage, mais avoir leur propre intelligence. Et tu vois, ce monde numérique et digital, il continue à être de plus en plus important, de plus en plus matriciel. Et nous, on disait déjà il y a quelques années, faut en sortir, faut arriver à revenir dans le réel. C'est escape game. C'est l'idée de l'escape game, c'est comme dans le Fort Boyard, hein, on est enfermé dans une pièce, puis il y a le temps qui tourne, et puis il faut réussir à s'échapper, trouver la clé. Il y a le nain qui est à l'entrée et qui garde l'entrée. C'est pareil. Nous, on a sûrement quelques nains qui gardent l'entrée et qu'il va falloir bousculer et il va falloir sortir de la pièce pour retrouver le vent du large et le grand air de la liberté. Mais personne n'a dit que c'était confortable. On en parlait hors antenne juste avant. C'est pas tout à fait confortable parce que vous n'avez pas de certitude sur la fin du mois, rien que ça. C'est ça. Mais il y a beaucoup plus de joie. Et moi, je trouve ça assez joyeux et créatif. On parlait aussi de cette créativité juste avant hors antenne. Moi, j'ai vu ma créativité se déployer sans que j'en sois même conscient et sans y prendre garde quelque part. Films, jeux vidéo, œuvres d'art, conférences, etc. Je pense pas que j'étais capable de faire ça. Pourtant, c'est ce qu'on me demande de faire. Ce qui est drôle, c'est que dans les conférences qu'on me demande de faire, on me demande très rarement de parler du vaccin, du Covid, de revenir là-dessus. Non, on me demande de parler justement de l'action individuelle, l'agir juste, le non-agir, l'action collective, comment on catalyse collectivement. Pour moi, c'est un des enjeux majeurs. Je continue à faire finalement quelque chose que je faisais il y a très longtemps, c'est d'être capitaine de bateau. J'ai beaucoup emmené les gens en bateau à voile. C'était un de mes loisirs, on va dire, quand j'étais jeune. J'étais prof de voile en croisière. Et donc, j'emmenais les gens en croisière pour essayer de devenir autonome petit à petit. À la fois autonome, mais aussi former un équipage. Et il y a besoin d'à la fois un peu de directivité et en même temps d'être très souple à ce qui se vit parce qu'on est enfermés ensemble et qu'il va falloir bien que chacun puisse exprimer ce qu'il est. Parce que si en permanence il est mis à bas, on peut tenir 2 jours, 3 jours, mais 2 semaines, 3 semaines, ça va pas être possible. Donc moi, c'est un de mes talents, on pourrait dire. Voilà, on fait chacun a des talents. Hein, c'est pas pour faire le beau ni rien, mais c'est pour dire petit à petit, je le retrouve. Je savais qu'il y avait ça dans ma jeunesse, et là, je retrouve quelque chose de ma jeunesse parce qu'au fond, ce que je fais, c'est de mener des gens dans des équipages pour que chacun trouve sa juste place. Et à la fin, évidemment, le capitaine, il disparaît. Donc, c'est la leçon du deuil, tu vois, systématique. C'est le capitaine, il doit disparaître. L'équipage, à la fin, arrive tout à fait à gérer le bateau sans lui, et tant mieux. Donc, là, je m'occupe beaucoup d'un groupe qui s'appelle Make Europe Healthy Again. C'est un groupe au niveau européen avec d'autres médecins, scientifiques, chercheurs, activistes, où on essaye de promouvoir une autre politique de santé. En disant la politique, une maladie, un médicament, la maladie et la base, tout ça nous semble très faux. Et donc, dans MEA, il y a l'idée que c'est la santé qui est l'état naturel de l'humain. C'est pas la maladie. Donc, la maladie, il y a moyen de la guérir. On n'est pas obligé de rester avec pour l'éternité. Vous avez peut-être compris qu'aujourd'hui, le business de la maladie a remplacé le soin pour la santé. Vous donnez un antidépresseur pour les 15 prochaines années, c'est un super jackpot pour l'industrie pharmaceutique. S'ils vous diagnostiquent à 45 ans hyper tendu, vous imaginez que jusqu'à 80 ans, ils vont vous fourguer tous les jours un truc. C'est génial, hein, c'est le meilleur abonnement qu'on puisse trouver. C'est presque mieux qu'un abonnement téléphonique pour l'éternité. Mais pas pour l'humain. Non, et ça vous guérit pas, ça vous maintient avec une béquille. Alors peut-être qu'il y a d'autres moyens de guérison. Donc cette idée que la santé est l'état naturel. Et que cet état naturel, c'est une bonne harmonie, au fond, une bonne concordance avec non seulement soi-même, mais les autres, le monde dans lequel on vit, et puis peut-être plus grand. Vous l'appelez Dieu, vous l'appelez le cosmos, vous l'appelez le grand tout, chacun sa vision des choses, hein. Mais et qu'il y a une dimension spirituelle aussi dans cette question de la santé. C'est non seulement le corps, mais c'est aussi l'esprit, les émotions, et puis c'est l'âme. Donc ça, on l'a mis dans notre charte. Il y a aussi besoin de prendre ça. Et puis que, évidemment, comme on est en relation avec le monde tout autour, que quelque part, on pourrait dire, comme les bouddhistes, qu'on est une manifestation qui est liée à tout ce qui vient autour de nous en permanence.
ce qu'il y a autour de nous, c'est très important. Vous êtes en mauvaise santé si vous vivez dans un environnement qui est laid, rempli de noirceur, que vous y mettez des choses terribles, de la peur, de la colère, qu'il va falloir travailler aussi là-dessus. Comment on embellit, comment on rend plus beau les lieux de vie des gens. Non seulement les lieux de vie, mais le sol dans lequel on cultive nos légumes, l'eau qu'on boit et qu'on a autour de nous. Comment on lui redonne sa liberté. Vous imaginez toute cette eau qui est enfermée dans des canalisations en béton et en PVC, quelle énergie elle peut avoir. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre que l'eau est une espèce de cluster d'information, de matrice informationnelle dans lequel l'eau et l'information est stockée. Puis vous le sentez bien, une eau qui stagne, c'est pas du tout la même chose qu'une eau d'un torrent de montagne trempée dans une eau à 5 degrés. Dans un torrent de montagne, vous n'avez pas la même énergie que si vous êtes dans une espèce de soupe tiédasse dans laquelle vous marinez, quoi, ou qui va plutôt vous amollir, vous allez sentir plutôt que ça vous amène pas forcément à la santé. Ça peut vous amener à la détente, mais pas forcément à la santé. Et donc l'eau contient probablement beaucoup d'informations. C'est en tout cas le propos de gens comme Marc-Henri ou la compréhension des homéopathes, beaucoup. Moi, je m'ouvre à ça progressivement, mais il y a une compréhension intuitive de ça. Et donc, quand vous relibérez de l'eau, quand vous la filtrez, vous la laissez passer à travers différentes choses pour lui permettre d'enlever ses pesticides, son engrais, son Roundup, je crois que c'est important pour être en bonne santé. Donc, on peut le regarder tous les médicaments aussi, les médicaments évacués. Exactement, par... ouais, l'eau est pleine de médicaments, de chimio, d'hormones progestatives ou œstrogènes, de contraception, de choses comme ça, et qui nous mettent en mauvaise santé. Ça, c'est une sorte d'évidence. Les Américains, d'ailleurs, ont changé les traitements de l'eau, qui passaient beaucoup sur de l'aluminium et sur différents métaux lourds, et avec du fluor, notamment. Et je pense qu'ils auront des résultats en santé collective très, très rapidement. Donc, il y a cette question de l'eau, du sol, de l'air qu'on respire. Et ça, c'est une question proprement écologique, mais pas dans un sens restreint, simpliste, où on vous parle de carbone et de changement climatique et de degrés Celsius à journée longue, alors que peut-être c'est un enjeu. Moi, je n'ai pas de conclusion définitive sur ce sujet, mais je pense que c'est pareil, c'est un peu la mousse, c'est la surface. La profondeur, c'est beaucoup plus dans quel type d'environnement on vit, comment on laisse la nature s'exprimer en nous et autour de nous. Donc ça fait partie de MEA. Et c'est un peu nouveau parce que c'est pas comme ça que la santé est comprise en France aujourd'hui. Ah non. Et puis il y a l'idée de souveraineté. L'idée de souveraineté, c'est quoi? C'est un peu ce que je vous ai dit sur Ulysse qui doit revenir chasser les gens d'Ithaque. C'est qu'il n'y a personne qui devrait décider pour vous ce qu'être en santé. Bien sûr, les autres peuvent vous donner des conseils, vous encourager, vous aider. On a besoin des autres. Mais il n'y a personne qui peut décider pour vous. Et ça, c'est toute l'idée de l'autonomie, du consentement libre et éclairé, lié à une information claire, loyale, appropriée. Et au fond, ça rejoint les questions de communication non violente ou des choses comme ça, parce que peut-être vous avez des gens qui sont déjà venus vous voir en vous racontant leur malheur ou leur peine de cœur, leurs difficultés économiques dans leur couple. Puis rapidement, vous avez envie de leur donner un conseil ou de vous mettre à leur place en disant moi, si j'étais toi, je ferais ci, je ferais ça. Et vous vous rendez compte que la plupart du temps, c'est pas ça que vient chercher une personne. Ou en tout cas, vous, quand ça vous arrive, vous n'avez pas envie qu'on vous réponde ça. Vous avez d'abord envie qu'on vous écoute. Ils écoutent. Ouais. On vous écoute et on vous dise qu'on vous a entendu. C'est-à-dire, ouais, j'ai bien entendu ce que tu dis. Et puis, et qu'on vous donne de l'empathie. C'est-à-dire, une fois qu'on a ratifié ce qui se passe, c'est dire, waouh, c'est une situation difficile. Ça doit être pas facile à vivre. Comment tu le vis, toi? Et là, on voit qu'à partir de la surface des choses, qui était une chamaillerie, quelque chose, c'est des valeurs de fond qui sont peut-être amochées. C'est une confiance en la vie. Et que ça, c'est important de mettre le doigt dessus parce que c'est peut-être pas le plus important, la phrase assassine qu'on a pris dans la figure. C'est plutôt moi, avec moi-même, je me sens déjà instable et les gens autour me donnent pas de douceur. J'aurais besoin de douceur. J'aurais besoin de patience. Et pas d'une phrase assassine qui me défonce quand j'ai pas bien fait le truc. Et ça a un rapport avec le soin. Parce que le soin, ça n'est pas vous fourguer un médicament tout de suite. C'est d'abord écouter, comprendre l'ensemble de ce que vous êtes de manière holistique. Et donc, il y a cette idée dans MEA aussi que la santé est holistique, qu'elle nécessite une grande écoute, une grande patience. Et de vous laisser en souveraineté, c'est-à-dire de vous laisser seul juge à la fin. Ça veut dire que cette souveraineté, elle se place au niveau individuel, mais elle se place à un niveau collectif. Il n'y a pas un organisme supra-étatique comme l'OMS, l'ONU, l'UNICEF qui devrait pouvoir dire, ou même l'Union européenne,
qui devrait pouvoir dire vous devez faire ci ou ça en santé. Bah non, d'autant même pas au niveau national au fond, parce que la santé est individuelle et elle est communautaire. Communautaire, c'est votre groupe qui vit ensemble. Et votre groupe, il est très différent si vous êtes migrant au bord de l'autoroute à Paris ou dans le bois de Vincennes sous une tente, ou si vous êtes dans le 7e arrondissement, sous la Tour Eiffel. C'est pas forcément la même histoire. Vous vivez pas la même chose. Il y en a qui ont de la teigne, la gale, qui ont des parasitoses, et puis d'autres qui ont plus des problèmes d'auto-immunité, de psychologique et qui ont du mal à gérer tout leur argent. Donc, et je dis pas que l'un est plus grave que l'autre. Hein. Je dis juste, c'est pas forcément. C'est différent. Les mêmes. Voilà, c'est différent. Pas les mêmes enjeux. Je fais pas de jugement, mais c'est pas forcément les mêmes enjeux. Et donc, il y a une santé communautaire à développer sur un même territoire. Et puis après, il y a une santé plus largement, qui concerne les conditions environnementales dans lesquelles on vit. Et donc, quelle nourriture, quels pesticides, quel engrais, quelle vache. Hein. Vous avez suivi la crise de la dermatose nodulaire contagieuse ces derniers mois, qui touche les éleveurs, où il y a eu beaucoup d'abattage pour une maladie illusoire qui se guérit toute seule ou avec des traitements simples, et où il fallait absolument fourguer un vaccin. C'est ça. Qui ne sert à rien. On recommence, mais avec les éleveurs, et puis détruire les éleveurs d'eux-mêmes, c'est-à-dire les empêcher de faire leur métier, et au fond, les pousser au suicide quelque part, symbolique ou réel. Donc on est pris dans ce système-là, et pour moi, j'essaie de retrouver le côté ludique de tout ça. C'est-à-dire que peut-être c'est comme un jeu. Et à la fin, si je fais un château de sable, mais qu'il est détruit par la marée, par le système, c'est pas grave, j'en referai un autre. Et donc, avec Make Europe Healthy Again, on joue d'abord à faire ce qu'on sait déjà faire. Parce que on part de ça pour pouvoir ajouter quelque chose d'autre. Mais ce qu'on sait déjà faire, au fond, c'est réunir des gens, donc faire des événementiels. C'est commencer à faire du lobbyisme auprès des politiciens. Donc, on discute avec des politiciens sur leur programme de santé au niveau européen. On se réunit au Parlement européen. Et je te donne un exemple. Le 4 mars dernier, là, tout récemment, il y avait une réunion sur l'identité digitale au Parlement européen, où plein de gens ont pris la parole pour expliquer ce que c'était que l'identité digitale dans laquelle on nous emmène doucement, une espèce d'avatar de nous-mêmes qui sera hyper contrôlé. Et à la fois, c'est pour dénoncer ce qui ne va pas, mais c'est aussi pour dire réveillez-vous. Et la suite qu'on va donner, il y a toujours une suite, c'est d'essayer de donner des tutos, des coups de pouce, de montrer aussi des gens qui échappent à ce système. Parce qu'on est capable d'y échapper, il y a toujours des failles. Et donc, il y a des gens qui créent des fausses identités digitales. Il y a plein de façons de faire. Et puis, peut-être qu'à la fin, il y a non faire, dire non. Ce n'est pas facile de dire non. C'est-à-dire qu'il faut regrouper les gens autrement. Mais je te donne un exemple. Dans Réinfo Covid, on avait utilisé un réseau social qui s'appelle Discord. Alors, rien que le nom, tu peux te dire, bon, ça va pas, Discord, symboliquement. Mais ça tombe bien parce que Discord, il a fermé notre réseau à plusieurs reprises en disant non, vous contrevenez aux standards de la communauté. Et puis là, Discord va demander l'identité digitale au motif que vous auriez peut-être moins de 15 ans et qu'il ne faudrait pas. Mais au fond, c'est une façon de vous ficher. Bon, on s'apprête à migrer de Discord, à dire non, on n'y va pas. Et migrer pour peut-être une autre plateforme, mais aussi c'est peut-être développer une autre façon de faire. Et on avait développé dans Info Covid un truc qui s'appelait Discours. Je rends hommage à Hugues qui l'avait mis en place, qui était une sorte de forum à l'intérieur de notre site internet où on pouvait accueillir des milliers de personnes qui puissent discuter ensemble, et ce de manière libre et anonyme. Donc, il n'y a pas de raison de désespérer, il y a toujours au moins une autre façon de faire. C'est comme ça qu'on dit en permaculture. Quand on pense qu'il n'y a qu'un seul chemin, que c'est univoque, qu'on est bloqué, que je ne peux pas faire autrement. Vous avez déjà entendu ça plusieurs fois ces dernières années. Je ne pouvais pas faire autrement. Non, il y a toujours au moins une autre façon de faire. Mais il faut la trouver. C'est pas toujours facile. Et souvent, vous avez l'impression d'être dans une impasse, vous voulez regarder à gauche et à droite en pensant que c'est cette direction-là, que c'est dans un plan horizontal que ça se passe. Mais parfois, pour fuir de l'impasse, il faut sauter par-dessus le mur. Ou, vous savez, dans les films policiers américains, il faut prendre l'échelle d'incendie qui est derrière l'immeuble et à monter sur l'échelle d'incendie. Et pour ça, il faut arriver à sauter sur l'échelle d'incendie. Et ça nécessite une sorte de saut de foi vers quelque chose de vertical. Mais vous allez y arriver. Mais en tous les cas, moi, je remercie tous celles et ceux qui, et ils ne sont pas si nombreux que ça, qui tirent les ficelles à tout ce que nous vivons, nous traversons, tout ce qu'on nous impose finalement. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de colère
Et je pensais pas avoir autant de colère au moment du Covid. Ça a été réactivé là avec ce qui s'est passé avec les agriculteurs et avec à l'approche de l'identité numérique que je refuse totalement. Mais je vois que j'ai encore en moi, donc je les remercie parce que je pense être quelqu'un plutôt aligné, ancré, mais j'ai encore, comme tout un chacun humblement, beaucoup de boulot sur transformer cette colère. Et j'avais beaucoup aimé ce que tu avais dit pendant le Covid, c'était transformer cette colère en courage. Et du coup, ça nous amène aussi à peut-être faire pause, lâcher prise et nous relier à notre âme, enfin ce que moi je l'appelle l'âme, pour recevoir par inspiration céleste, on va dire, euh, toute la créativité et toute cette façon de se réinventer en fait et de trouver effectivement des solutions parce qu'effectivement, même quand on traverse des choses vraiment très très dures, très très délicates, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles dans ma vie. La résilience est possible et si on a foi en la vie avec un grand V, c'est possible. Si on est positif dès le matin, si on est dans la gratitude d'être déjà en vie, ben la vie va nous envoyer par différents canaux, par synchronicité, par une rencontre, par un échange, comme là, on échange. Je reçois beaucoup et merci infiniment pour ta confiance renouvelée et pour tout ce que tu nous offres et par ton expertise, par ton érudition, par ton expérience, parce que c'est très inspirant et vous avez été quand même quelques-uns à être extrêmement courageux pendant le Covid. Vous avez mis votre vie en danger pour aider le collectif, en fait. Et donc après, c'est à chacun, effectivement, de se responsabiliser et de se dire, il y a d'autres solutions. Ouais, merci. Il y a toujours d'autres solutions, hein. Effectivement, tu parles de courage, tu parles de colère aussi. C'est intéressant parce que la colère est peut-être une énergie motrice, hein. Elle est pas, Oui. on la voit souvent comme quelque chose de destructeur, de classique. Elle peut faire peur, mais elle fait peur parce que justement, elle est capable de modifier la matière. Et donc, je crois qu'il y a une sorte de réconciliation à faire avec la colère, ou en tout cas une métabolisation. C'est de se dire, effectivement, dans le Covid, j'avais parlé de cette idée de transformer la colère en courage et transformer la peur en prudence. Plutôt que quelque chose où je suis paralysé, je n'arrive pas à avancer. C'est non, j'y vais pas à pas. Je regarde, je tâte le terrain. Vous savez, un peu comme sur un plancher très instable qui craquerait dans tous les sens. Vous dites, est-ce que je vais passer à travers? Vous commencez par mettre un pied devant, regarder est-ce que ça tient ou pas, ou sur de la glace sur un lac gelé. Bon, on dit à mollo, la glace est fine, quoi. Mais petit à petit prendre conscience et se rendre compte que peut-être faut retrouver des appuis divers. Vous savez, sur justement, quand vous n'êtes pas sûr de vos appuis ou qu'il ne faut pas que ça appuie trop fort à tel ou tel endroit, vous allez vous mettre à quatre pattes, peut-être même vous allonger. Vous allonger, c'est presque faire corps avec la glace, faire corps avec ce qui vous fait peur. Et je crois vraiment qu'à chaque endroit où ça fait peur, c'est là où il faut aller. C'est-à-dire que il n'y a pas à renoncer, à se dire tiens, je vais essayer de trouver une voie plus facile. Quand ça fait peur, c'est là qu'il faut aller parce que c'est là qu'il va y avoir des brèches très libératoires. Des endroits où vous allez voir que votre peur, au fond, était irrationnelle, que dès que vous mettez un petit peu plus de rationalité, ça se détend, quoi. Et cette détente-là, qui est liée à de la rationalité, à regarder les choses en face avec une sorte de la tête froide, elle ouvre la place à l'inspiration, à ce dont tu parlais de l'ordre de l'intuition, de la communion avec quelque chose de plus grand qui vous souffle à l'oreille ce qu'il faudrait faire. Certains l'appellent les anciens et les sagesses transgénérationnelles. Je crois que tu vas sortir bientôt un oracle sur ce truc-là. Et il y en a qui entendent leur grand-père leur parler, c'est mon cas, ou qui laissent la place à leur vieux père, voilà. D'autres qui... et souvent, le Dieu, le cosmos, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, parle à travers des gens. Vous imaginez que vous allez avoir un ange Gabriel qui va se manifester, pourquoi pas? Moi, ça ne m'est pas arrivé, j'aimerais bien un jour qu'il y ait un truc pétillant de lumière qui arrive dans ma maison. Je suis super, et qui me disent ce que je dois faire. Mais pour le moment, ce n'est pas arrivé. Par contre, je croise plein de gens qui, si je les écoute, me donnent une idée juste de où est-ce que moi je pourrais être utile. Parce
que quand je les écoute exprimer leurs besoins, il y a des fois où je me dis, tiens, non, laisse, ça me fait peur. Alors, peut-être qu'il faut y aller. D'autres fois, non, je suis dans la retenue, je me dis, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est un peu noir. D'autres fois, au contraire, là, j'ai envie d'aider, ça me vient spontanément, j'ai même pas à réfléchir. Et d'emblée, moi, j'ai 2-3 autres personnes à appeler pour aider cette personne-là. Je crois qu'il y a le chemin, il est donné. Il faut réussir à l'écouter. J'ai souvent parlé de l'idée de lâcher sur le contrôle et la prédiction, et d'arriver à dire ça va pas être prédit, ça va pas être contrôlé. Je vais devoir ressentir et m'ajuster. Et même dans le rapport aux oracles, au tarot ou des choses comme ça, je pense qu'il y a, en tout cas dans ma façon de le faire, ça m'arrive de tirer les cartes avec des amis pour rigoler. Je le prends comme une expérience projective, pas comme une prédiction d'avenir. C'est-à-dire, je le prends comme ok, face à ces grands archétypes, comment tu te mets en résonance ou pas? Comment ça réagit? Est-ce que tu arrives, toi, à raconter une histoire à partir de ces quelques fragments qu'on t'a donnés? Et ça ressemble, vous savez, à ces jeux un peu que certains peut-être faisaient dans l'enfance. Moi, je faisais ça avec mes frères et sœurs, où on se donnait un mot, puis on essayait d'imaginer une histoire, et chacun prenait la parole tour à tour, et on essayait d'inventer une histoire qui continue. J'étais toujours très agacé parce que ma petite sœur, qui était plus petite que nous, disait ah, et le petit lapin, il est allé, machin. Alors qu'on était en plein dans une histoire trépidante, tu vois, avec un monstre ou un truc comme ça. Et alors, hop, elle repartait sur le petit lapin. C'est drôle, en y repensant. Et donc, il y a cette idée de ressentir et s'ajuster, ça veut dire accepter de ressentir. Et ressentir, personne n'a dit que c'est confortable. Ça veut dire peut-être ressentir vraiment la colère, la peur, à y aller, ne pas faire semblant que ça n'existe pas. Mais par contre, réussir à lui donner un nom, à dire c'est ça que je ressens. Et une fois que vous l'avez ressenti, que cette émotion, elle est là, se donner de l'empathie et se dire d'accord, c'est normal d'être en colère quand on voit que des dirigeants corrompus qui nous volent notre argent, qui violent des enfants, etc., nous contraignent à devenir des esclaves. Maintenant, par quel bout je vais attraper ça? Et là, il y a le bon bout à attraper, c'est la bonne boussole. J'ai établi une sorte de matrice de l'action juste qui commence par le non-agir. Non-agir, ça veut dire ne pas donner d'énergie au monstre, ne pas le laisser vivre, ne pas le laisser envahir ma vie. C'est pas si facile que ça, parce qu'il vient spontanément, quelque chose de traumatisant, il se réinvite. Vous savez, si vous avez eu des traumatismes dans votre vie, il se réinvite malgré vous. Ils viennent dans les cauchemars, et c'est une façon d'essayer de les métaboliser. Hein. Et donc, quand un dirigeant politique ou un salaud viennent s'inviter dans votre douche, que vous y pensez sans même le vouloir, ou un collègue ou un truc comme ça, c'est au fond, c'est pour essayer de le résoudre. Mais là, il y a besoin de ménager des espaces de liberté, des espaces de ressourcement. La douche, c'est pour se ressourcer, pour se nettoyer. C'est pas pour laisser un homme politique s'inviter avec vous sous la douche, quoi. Déjà, il s'invite dans votre vie. Il n'y a pas de raison de le laisser à la douche, c'est un espace intime. Et par contre, vous dites surtout pas dans la douche. Exactement. Ou surtout pas dans vos espaces de rêverie. Vous êtes sur l'autoroute, etc. Il n'y a rien de pire que mettre les news de France Info ou je sais pas quoi. C'est une façon de détruire votre espace de ressourcement qu'aurait pu être ce petit moment à rêver sur le paysage qui passe à côté et puis à laisser votre pensée errer. Et là, c'est intéressant, c'est quand votre pensée elle erre réellement toute seule, essayez d'y mettre de la présence, de la conscience. Et presque à la fin de cette rêverie, de se dire tiens, j'ai pensé à quoi? Et ça va peut-être vous dire qu'est-ce qui est important. Alors que sinon, on substitue toujours le plus important par quelque chose d'annexe, d'accessoire, Epstein, machin, la guerre. Vous y pouvez rien, quoi, en fait. Quelque part, vous devriez vous en foutre. La guerre en Iran. Bah, alors évidemment, si vous êtes iranien, vous allez me dire, mais t'es fou. Ou si vous êtes d'origine iranienne, ou si vous êtes d'origine israélienne, vous allez me dire, mais c'est inacceptable. Comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pas, je m'en fous au sens, c'est moralement indifférent. Non, bien sûr, la guerre me touche. C'est juste, est-ce que là, tout de suite, j'y peux quelque chose? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que ça me met en mouvement? Si c'est quelque chose qui me paralyse, qui me maintient dans une boucle d'éternel retour de peur, ok, ça sert à rien. Mais par contre, je vais peut-être prendre un moment pour me dire, d'accord, les prix du pétrole vont monter. Ça, c'est rationnel. Si on bloque le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole vont monter. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire en termes de transport? Comment je peux faire autrement? Moi, à mon échelle, avec les gens autour de moi, avec ma famille, avec la bagnole que j'ai, etc. Comment je peux faire? Il y a sûrement des trucs que je peux faire qui me rendent résilient. Et souvent, c'est du non-agir. Hein. Il y a des gens qui ont peur, par exemple, de manquer de choses à manger. Tous ceux qui ont fait un jeûne, ils savent qu'ils peuvent pendant 7 jours, enfin 3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours, allez, 15 jours, pourquoi pas, ne pas manger. C'est hyper rassurant.
vous dites, bah, bon, 15 jours sans manger, en fait, ça va, quoi. J'y arrive. Bon, je perds du poids, etc. Mais j'y arrive, quoi. Et puis ça, c'est sans manger. Alors, je pourrais déjà manger moins. Ce serait pas impossible. Et là, tout de suite, la peur de manquer, elle disparaît. Je coupe ce que tu expliques parce que c'est très important. Par rapport à la guerre, moi, ma vibration féerique, on va dire, effectivement, on n'y peut rien. Mais en revanche, j'envoie de la lumière, de la paix, de l'amour sur tous les peuples, quels qu'ils soient, qui sont en souffrance et qui subissent cette guerre, ces guerres, tu vois. Je peux pas juste dire je m'en fous, en fait. Même si je comprends totalement le constat et là où tu veux nous amener, mon côté féerique m'amène à ça, tu vois. Et effectivement, je ne sauve pas du tout le monde, loin de là. J'en ai pas du tout la prétention et encore moins le pouvoir. Mais en revanche, à mon petit niveau, quand je fais mon temps de pause de méditation, c'est aussi pour envoyer de la lumière et de l'amour, et notamment sur tout ce qui se passe au niveau des guerres. Même si je n'adhère quasiment pas au discours politique qui nous amène à toutes ces guerres, en tous les cas, je suis juste en empathie par rapport à tous ces peuples qui souffrent et qui subissent, tu vois. Il y a ça. Et puis pour le jeune, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter et se lancer dans un jeûne, je pense que c'est pareil. Ça doit être quand même encadré, tu vois. Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont malades, qui vont nous écouter, qui vont dire « Ah bah, je vais tout arrêter ». Et là, ça peut avoir des conséquences aussi. Donc, Ouais, c'est juste que je veux… J'entends tout ce que tu dis et je partage ce que tu dis. En revanche, j'amène cette petite variable, on va dire. Ah, merci, c'est très beau ce que tu amènes et ça amène de la nuance et c'est ce qui est le plus juste, hein. Donc, je souscris complètement à ce que tu dis. L'idée de s'en foutre, c'est un mauvais mot. Il faudrait trouver une autre façon de le dire. C'est plutôt l'idée d'accepter une sorte de… Un peu un lâcher prise, en fait. Ouais, un C'est-à-dire lâcher que tu prise, voilà. accueilles ce qui est parce que, voilà, mais tu lâches prise parce que de toute façon, ici, maintenant, à notre niveau, là, on n'est pas là-bas, tu vois. Ouais. Et puis, c'est reprendre les priorités. C'est-à-dire, moi, si je veux pouvoir aider, j'ai besoin d'énergie. Et si je vois que regarder toute la journée en scrollant sur mon écran, au fond, ça me plombe, ça mine le moral, ça mine les conversations familiales. Là, il y a un choix volontaire à faire de dire il faut que je me protège. Et ensuite, il y a cette ouverture que tu offres là, qui est très belle, hein, qui est présente dans la méditation, dans les prières, chez les chrétiens, dans toutes les religions, qui est de prier, quoi, au fond, mettre de l'intention. Et le monde, il est pétri de nos intentions. Et cette intention, elle prend une forme manifeste très rapidement. C'est-à-dire que certains vont dire non, mais ça sert à rien de prier, c'est un truc pour les bisounours et tout ça, ou de méditer. Non, non, pas du tout, parce qu'une fois que vous avez fait ça, votre relation à votre voisin, à votre boucher, aux gens que vous croisez dans la rue, au coup de téléphone que vous avez passé à votre maman, même aux gens avec qui d'habitude vous parliez d'une certaine façon, vont être beaucoup plus apaisés. Vous allez vous dire, il y a un enjeu immédiat à ce qu'il y ait beaucoup plus de paix dans nos échanges là tout de suite. Et ça, par contamination, c'est évident que la personne qui reçoit cette douceur, cette volonté de paix, elle-même, elle la transmet à son entourage. Et là, il y a une contagion, une contamination collective de paix qui, évidemment, va faire prendre forme à cette intention de paix, beaucoup plus loin que tout ce qu'on pouvait imaginer. Parce que le ricochet de nos intentions, il ne nous appartient pas. Au fond, on a lâché la flèche, elle est décochée, et ensuite, où est-ce qu'elle atterrira? Qu'est-ce qu'elle touchera au passage? Qu'est-ce qu'elle traversera comme armure? On n'en sait rien du tout. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est aussi une pratique de ressourcement, c'est-à-dire vivre volontairement ce qu'on veut, que ce soit pas juste un vœu pieux, il faudrait la paix, etc., en criant sur Twitter, mais le vivre à l'intérieur profondément pendant ces espaces de méditation, on s'en imprègne intégralement. Et donc, ouais, moi, je peux que adhérer à ça, même si je connais pas bien les méthodes de méditation ou les choses comme ça. Et donc, je peux imaginer que pour certaines personnes, c'est difficile. Mais c'est un peu ce que je voulais dire dans les rêveries, accepter aussi de voir ce qui émerge et puis d'y mettre volontairement certaines choses. Le deuxième point sur le jeûne que tu soulignes, moi, c'est très important, effectivement. Ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est que rien ne se fait seul. Et quand on pense qu'on va résoudre seul, qu'on va survivre seul, qu'on va faire face tout seul, c'est une illusion. On est des êtres sociaux, on est des êtres politiques, on est des êtres d'amour très profondément.
des êtres de lien. Et pour moi, il y a une boussole dans l'agir juste, une fois qu'on non agit et qu'on essaie d'agir. C'est est-ce que ça me crée plus de liens avec les autres ou est-ce qu'au contraire, ça m'isole? Si ça m'isole, que ça me rend seul, il y a des chances que ce soit pas le bon chemin. Alors peut-être que certains ont besoin pendant un certain temps de s'isoler, d'un espace de ressourcement, c'est juste aussi. Mais il y a une différence entre l'isolement où on se sent seul et où on souffre de cette solitude, et puis l'espèce d'érémitisme, enfin le fait d'être ermite. Vous savez, les ermites, ils ont toujours plein de gens tout autour d'eux qui viennent les voir. Ils sont jamais tout seuls, au fond. Qui sont des espaces de joie d'être seul. Et c'est un choix, en plus, c'est un choix assumé. Exactement. C'est un choix, c'est volontaire et il n'y a pas de souffrance. Et au contraire, se retrouver seul face à soi-même, quelque chose de très important. Il faut que ça nous arrive régulièrement. Il y a des gens, ils se diluent dans l'action collective et ils ont l'impression que c'est leur propre vie en servant une assos, la Croix-Rouge, je sais pas quoi. Puis ils découvrent un jour médusé qu'on s'était foutu d'eux. C'est un peu le cas pour les soignants suspendus. Ils ont servi à l'hôpital pendant des années et puis d'un coup, ils se disent, mais attendez, j'ai mis toute mon énergie dans ce truc-là et en fait, l'institution m'a menti. Oui, les institutions vous mentiront toujours, qu'elles s'appellent école, église ou autre. Il y a un moment, vous pouvez vous donner votre énergie surnuméraire pour le collectif et vous servez une raison d'être qui vous dépasse, et qui est l'aventure collective de nous tous réunis, votre famille, votre boulot, votre église, votre je sais pas quoi, votre club de foot. Ok, mais vous, votre raison d'être à vous, votre petite flamme intérieure, qui va s'en occuper si vous en occupez pas? Personne. Personne, parce que personne ne peut s'occuper de vous à votre place. Et donc, il y a il y a un impératif éthique à s'occuper de soi-même. Et c'est pas de l'égoïsme. C'est pas la même chose que d'être un salaud qui s'occupe que de lui-même. C'est juste d'avoir cette ressource intérieure. Je finis. Dans mes boussoles, il y a l'idée du lien. Il y a l'idée de la joie. Est-ce que ça me rend joyeux ou alors ça me rend triste ou encore plus en colère? Est-ce que ça augmente mes émotions négatives ou ça m'apaise, ça me met en joie? Si c'est le cas, c'est le bon chemin. Or, ça peut être très joyeux de lutter contre le démon. Vous avez de l'inventivité, vous créez des nouveaux tours, des nouvelles, voilà, des nouveaux coups. Bon, ok. Tout ce qu'on a fait avec Réinfo Covid, c'est assez joyeux. Je peux vous dire que dans nos réunions Zoom le soir, on est nombreux et on a plutôt tendance à rigoler. C'est un espace de ressourcement. C'est pas un truc où on sort tout maussade comme d'une réunion administrative à l'hôpital. Ça, c'est pas bon. Et donc là, dans vos réunions avec les autres et dans ce que vous ressassez, est-ce qu'à la fin de la soirée, vous avez ressenti un allègement? C'est pareil, il y a un impératif éthique. Si vos soirées, avec même les amis que vous pensez être vos frères et sœurs de cœur, vous plombent, peut-être il faut apporter autre chose. Dire, et les gars, il faut qu'on change. Là, ça fait 40 fois qu'on refait la guerre en Iran, qu'on refait le Covid. Stop. Et si on mettait de la beauté? Et si on parlait d'autre chose? Et peut-être tout le monde vous saura gré d'oser parler d'autre chose. Et peut-être que vous allez y revenir à la guerre en Iran, mais autrement. Par l'idée de prier, l'idée de méditer, l'idée d'envoyer des sous, l'idée d'envoyer des repas, l'idée de... J'en sais rien, il y a plein de choses à faire. L'idée de faire se réunir des Israéliens, des Franco-Israéliens, des Franco-Iraniens, et dire est-ce que nous, en France, on peut se parler ou pas? Ou est-ce que nous aussi, on vit la guerre par proxy? Si vous en avez dans votre entourage. Et puis le dernier point, c'est est-ce que ça me met en paix? En paix à l'intérieur ou ça m'agite encore plus? Parce que quand vous arrivez à ce point, pour moi, de la paix, il y a de l'allègement et il y a en plus encore plus de recul. Tout ça n'est pas très grave. Je fais ce que je peux. J'ai pas à me mettre la pression pour changer le monde. Je fais ce que je peux. Donc vous êtes vraiment en train de ressentir et de vous ajuster. Et vous prenez pas le mauvais chemin sur un truc où vous pensez que c'est ça le plus important et vous allez pendant des mois essayer d'absolument de faire pousser des graines, etc. Alors que parce que vous avez peur qu'il n'y ait plus de semences ni rien, alors qu'en fait vous n'êtes pas fait pour ça. Parce qu'on n'est pas tous faits pour être permaculteurs avec un jardin. Il y en a, ils sont faits pour écrire des livres, d'autres pour écrire des poèmes, d'autres pour faire des films, d'autres pour cultiver des jardins, d'autres pour nourrir les autres, d'autres pour garder des enfants. Chacun a sa juste place. Et quand vous commencez à trouver votre juste place, il y a cet alignement dont tu parlais. Ça devient facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de travail. Mais un travail qui est léger, qui n'est pas ce qu'on nous a toujours décrit comme un asservissement, où on galère, où on est un esclave. Non, c'est un travail assez joyeux.
ressentir et s'ajuster plutôt que de vouloir contrôler et prédire, et puis se donner une boussole pour l'action juste, après avoir essayé de non-agir. C'est-à-dire non-agir, je ne vais pas y arriver tout seul, je peux essayer de jeûner, de faire ci, mais j'ai besoin des autres. Si tout le monde mange et que c'est Noël au moment où vous essayez de jeûner, bon, bonne chance, quoi, mais ça va pas forcément être joyeux et léger. Et donc, se mettre avec d'autres gens, donc créer du lien, et puis chercher la joie et la paix. Et dans cette création de lien, on va voir que ça va pas de soi, c'est pas si facile que ça peut-être. Et alors, comment ne pas souffrir dans ce monde en plein effondrement? Mon point de vue, hein, mais qui n'est que le mien, hein, il ne s'agit pas de pas souffrir. On souffre. Voilà. On souffre, c'est le lot de l'humain, quoi. Il souffre. Pour moi, j'ai plusieurs repères. Cette idée de la souffrance, elle a été développée par le Bouddha, qui a parlé de la dukkha, la souffrance universelle. C'est pas la douleur simplement du corps, c'est justement toute cette souffrance de regarder chaque jour dehors et de dire mais il y a toute cette noirceur, toute cette méchanceté, toute cette colère, toute cette guerre, tous ces gens qui veulent exploiter. Ok, c'est une partie de la manifestation. Mais moi, il y a quelque chose qui m'aide, c'est le ressourcement à la merveille. C'est d'essayer de trouver à l'intérieur de cette noirceur le fil de la merveille, comme dirait Christiane Singer, et d'essayer de rester accroché à ce fil-là. Et si vous regardez dehors, il y en a partout. Là, on est au printemps, ça va suinter de tout. J'ai pris souvent cette image, mais des coquelicots ou des graminées ou même du pissenlit qui va fracasser le bitume. Vous avez déjà vu ces fissures en plein Paris ou en pleine ville de banlieue noirâtre avec l'usine à côté. Puis vous avez quand même une petite fissure avec des trucs verts qui poussent. Vous dites, mais d'où ça vient? C'est pas possible en fait. Normalement, on passe du défoliant toute la journée. Il y a des gaz d'échappement. Il y a des mecs de la mairie qui arrivent avec des trucs qui tournent là, pour essayer de tout faucher ce qui pourrait pousser. Il y a le voisin consciencieux qui veut que la ville soit propre et qui met du Roundup dans les angles. Enfin voilà, sans même qu'on lui demande. Et pourtant, ça revient. Ça revient de manière indisciplinée et sauvage. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui va peut-être pas être facile à accepter, mais je m'émerveille du sauvage. Et le sauvage, ça peut être quelque chose d'inconfortable, encore une fois. À Marseille, on a des jeunes qui font des roues arrière sur l'avenue principale, le Prado. Donc, ils font du wheeling comme ça en faisant pétarader à fond la caisse. Et à chaque fois, je regarde ça en me disant, et je suis mitigé, je me dis à la fois quel abruti, il va tomber par terre en plus en tongs et en short. Donc s'il tombe par terre, j'ai le côté médical qui revient en disant il va s'écharper, on va devoir leur coudre dans tous les sens. Quel abruti. Et en même temps, je me dis quelle chance il a de faire ça, cette liberté d'oser quelque chose où moi je n'ose pas le faire. Et quelque part, je me dis c'est chouette qu'il soit là. Il nous montre que c'est encore possible quelque part de faire un bras d'honneur au code de la circulation, etc. Et donc, je me dis, pour moi, ça, c'est le sauvage. Mais le sauvage, il peut être classique. Ça peut être le jeune des banlieues qui vient tout casser. Ça peut être la cacophonie complète dans un groupe où plus personne se comprend parce qu'il n'y a plus les règles du vivre ensemble. Mais je vois qu'il y a l'énergie qui revient. Alors, je ressens que dans notre société, il y a un besoin d'énergie. Que tout le monde que beaucoup de gens sont apathiques, sont comme mis à plat par le quotidien, par la répétition éternelle des mêmes problèmes. Et c'est intéressant parce que dans le burn-out, le bore-out, c'est des noms qui sont donnés aux troubles psychosociaux en entreprise, qui sont ces gens qui petit à petit ont plus la niaque, quoi. Ils s'en foutent. Ils sont pas vraiment dépressifs. Tu peux pas dire qu'ils soient tristes, mais c'est juste ils sont comme distanciés. Ils y croient plus, quoi. Et il y a un phénomène qui s'appelle le quiet quitting. C'est décrit par la sociologie du travail, hein. C'est ce qu'on appelle la démission discrète, c'est-à-dire le fait de petit à petit, moi je fais que ce qui est marqué sur mon contrat, quoi. Je fais plus de zèle, mais il y a plus de joie, c'est plus pétillant, il y a plus grand chose. Et ils se réfugient dans leur open space où tout est ouvert, eux ils se mettent dans leur téléphone portable, tu vois, ils se réfugient à l'intérieur. Et il y a des gens qui se sont dit, c'est parce qu'il y a une surcharge de travail, c'est trop dur, et donc ils ont essayé de faire plus de vacances. Non, ça marche pas. Les gens, t'as beau les mettre en vacances, ils se retrouvent tout seuls dans leurs vacances et le burn-out se résout pas. Il reste des années en arrêt de maladie et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui ont dit non, si on les met dans une situation de stress aigu, mais sur quelque chose qui va se résoudre, c'est-à-dire à la fin, il va se passer quelque chose. Là, ça aide beaucoup à la résolution. Il y a comme ça fait craquer la camisole de force dans laquelle on est
de l'éternel retour et de la répétition systématique du même. Et c'est aussi ce dont on s'est rendu compte dans le burn-out, c'est que probablement c'est moins lié à une surcharge de travail qu'à la répétition des éternels mêmes problèmes. La même réunion avec le même chef qui dit le même truc jamais résolu, le même plafond qui se craquelle avec la même demande à faire qui n'en revient. Or, nous, on a besoin de refrains, certes, mais les refrains, ils doivent être intimes. C'est à nous. Et les couplets, par contre, c'est l'aventure dans le monde extérieur. C'est le moment où, tiens, ça varie. Dans la chanson, il y a des refrains et des couplets. Dans notre travail, on aurait besoin de vivre des couplets. Et donc, ce qui aide beaucoup, par exemple, les collectifs qui avaient plus d'énergie, là, c'est de faire des événementiels. C'est-à-dire, à la fois, c'est répétitif, on va faire un ciné-débat ou une conférence, mais à chaque fois, c'est différent. Parce qu'on fait venir quelqu'un de nouveau, parce que c'est un autre film, parce que c'est un conférencier qui n'est pas exactement le même, parce qu'on ne va pas voir les mêmes, parce qu'il faut réorganiser à chaque fois un nouveau repas, puis qu'on va changer de salle, parce que la salle ne nous permet plus de le faire. Et ça, les collectifs qui sont créés pendant le Covid, ils se réfugient beaucoup ils se réfugient, en tout cas, ils font ça. Ils font quelque chose de momentané qui va se résoudre dans le temps. À tel moment, l'événementiel est fini. Le ciné-débat, voilà, à 23h, c'est fini. Tout le monde souffle. Ah, on a bien bossé. C'était une belle fête. Et ça me rappelle l'idée de la fête. Faire la fête. Tu fais la fête, c'est pas économique. Tu invites des gens, tu vas faire quelque chose d'un peu irrationnel. Tu vas danser, chanter, faire des trucs qui n'ont pas d'intérêt immédiatement rentable, quoi. Discuter autour d'un sujet, regarder un film ou je sais pas quoi. Et puis, mais à la fin, la fête, elle se termine. Et je crois beaucoup à cette idée que dans nos contemporains aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire la fête, qui ont besoin de recharger les batteries, qui ont besoin de choses où il y a de la légèreté. Ils sont pas sur des grands enjeux de changer le monde, etc. Ils sont là tout de suite, on se réunit entre voisins, c'est le printemps, on fait un barbecue, on ouvre une bonne bouteille, et après, discuter de Epstein et tout, on verra. Peut-être si on a de l'énergie en réserve, mais si vous l'abordez d'emblée, dès le début de la fête des voisins, vous dites ah non, vous avez entendu parler de Epstein et la guerre en Iran, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas pris le truc dans le bon sens. Comment ils vont les enfants? Comment ça va ton père? Comment ça va la famille? Ah, c'est pas facile. Donner de l'empathie aux choses qui pourraient pas être faciles à ce moment-là. Déjà sur ce qui est très du domaine du nid. Au printemps, les oiseaux ils commencent par bâtir leur nid. Et ils refont leur nid. Ils refont chaque année d'ailleurs. Bah, vous, votre maison, votre espace intérieur, est-ce que vous avez pris un peu de temps pour le refaire? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de tempêtes ces 5 dernières années. Or, si vous pensez que votre espace intérieur, il est toujours le même, alors que tout a été ravagé, c'est faux. Votre espace intérieur, il a tellement bougé. Votre vie de relation, les amis que vous aviez, même peut-être votre couple ou votre famille, hein, parfois, ça a été très difficile. Et si je reprenais du temps et du soin pour ça? Et je crois que c'est un temps qui répare, qui soigne. Pour revenir sur le côté sauvage, alors moi je préfère le côté sauvage du coup de la nature, parce que l'exemple que tu as donné des jeunes, il y a eu quand même des faits d'actualité où il y a eu des piétons, des mamans, des enfants qui ont été happés par cette trop grande liberté inconsciente pour le coup, et qui respectait pas, comme tu le disais, le vivre en communauté, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais, tu as tout à fait raison. Et le sauvage, c'est une notion ambiguë. C'est-à-dire qu'on pourrait le mythifier et dire ah c'est formidable et tout ça. Mais attendez, on est civilisé pour une bonne raison, pour lutter contre la loi du plus fort, contre permettre à ceux qui sont peut-être un peu plus fragiles sur tel ou tel plan physique, musculaire, de tenir le coup. Et donc, le sauvage, pour moi, c'est une sorte de zone du dehors incontrôlable. Par zone du dehors, j'entends en dehors de notre espace quotidien, en dehors de l'endroit où on vit, où on peut aller comme puiser de l'inspiration, mais où c'est dangereux de rester, où on pourrait devenir fou, où on pourrait voir de la violence se mettre en place. Et qu'un des enjeux, c'est de recréer un cosmos à l'intérieur de ce sauvage. Cosmos, c'est un mot qui désigne un espace circonscrit qui a des règles, qui a un mode d'emploi, une façon de fonctionner, mais donc des hiérarchies, donc aussi du pouvoir. Ouais, c'est aussi ça le cosmos. On passe notre temps à passer du chaos au cosmos, de l'un à l'autre. Et il y a une boussole pour dire que vous êtes dans un cosmos, dans quelque chose, c'est que le temps n'est pas le même que le temps dans le chaos. Dans le chaos, la moindre variation vous emmène sans cesse. Vous êtes comme happé. C'est un endroit qui peut être très léger, très joyeux,
un chaos créatif dans lequel vous êtes pris, c'est l'espace hypnotique ou peut-être méditatif. Vous êtes emmené dans plus grand. Mais attention, si vous y restez, vous pouvez devenir fou, comme les gens qui prennent de l'ayahuasca et qui deviennent schizophrènes parce qu'ils n'étaient pas prêts. Il y a une sorte d'initiation. Il y a des strates et des pelures d'oignons successives pour rentrer dans le chaos. Vous ne pouvez pas d'emblée être dans le non-sens. Sinon, vous êtes comme en Haïti où tout le monde a un gun, se tire dessus, s'entretue et tout ça. Où vous êtes laissé dans la forêt vierge sans rien savoir faire. Vous survivez peut-être pas très longtemps, quoi. Il va falloir une initiation pour faire partie de cette forêt vierge. Et le cosmos, c'est un lieu de ressourcement, mais c'est pareil. Au même titre, vous ne pouvez pas y rester enfermé. Si vous y êtes enfermé, que vous n'acceptez pas le monde du dehors, vous êtes dans votre petite bulle sectaire, ça paraît confortable, mais sans cesse à la porte vient toquer le chaos qui vient essayer de la fracasser. Et donc vous êtes de plus en plus dans la peur à essayer de bâtir des murailles autour de vous et vous vous retrouvez dans le chevalier à l'armure rouillée, quoi. Vous n'arrivez même plus à bouger, vous êtes enfermé dans une armure. Donc il y a pour moi un aller-retour, une sorte de danse entre ces moments où je vais à l'extérieur et ces moments où je reviens à l'intérieur. Et il y a quelque chose à comprendre même, à connaître, c'est que cette extériorité de la sauvagerie, du chaos, il est profondément à l'intérieur encore plus profond. J'ai l'impression que je vais à l'extérieur, mais au fond, je me cherche moi-même, à l'intérieur de moi-même, cet espace indiscipliné et créatif qui existe et qui va trouver sa forme ensuite dans ce que je suis capable d'accomplir. Et donc, il y a une sorte de réconciliation des contraires, de non-dualité à installer entre cet extérieur et cette intériorité. Mais au début, ça passe souvent par une danse entre les deux. Elle est présente dans des structures sociales ou sociologiques définies, comme la danse. La danse est mimétique la plupart du temps. Les danses traditionnelles, la bourrée, la gigue, sont très répétitives, avec des gestes très codifiés. Puis, à un moment, on appelle, dans le cercle de la danse, la créativité. Puis là, vous vous retrouvez plus dans, OK, qu'est-ce que je fais, quoi? Moi, à l'intérieur de ce cercle, qu'est-ce que je peux exprimer comme quelque chose qui serait cohérent, pas complètement foufou, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Sinon, les autres vont me penser fou et je ne ferai plus partie. Ça existe dans la musique, c'est le solo dans le bœuf de jazz, il y a le thème qu'on entonne et puis il y a un moment où on appelle le soliste et on lui dit OK, à partir de là où on en est, qu'est-ce que tu peux explorer comme degré de créativité? C'est vrai dans l'art pictural, c'est vrai dans plein de domaines. On pourrait se dire mais attendez, tout a déjà été écrit, hein, la bibliothèque du savoir et des livres de l'humanité. Et pourtant, en 2026, il y a des gens qui continuent à offrir quelque chose de nouveau, à réassembler autrement, différemment les possibles. Ça veut dire qu'on n'a pas fini de l'explorer. C'est vrai je donne encore un exemple sur cette danse entre les deux, hein. Dans l'alpiniste, il a besoin d'un camp de base dans lequel il va se ressourcer. Et puis, il va oser explorer le sommet, mais il ne peut pas y rester. Peut-être même qu'il est tellement haut le sommet qu'il a besoin d'oxygène, ou qu'il est en manque d'oxygène à un moment. Et donc, il va devoir redescendre. Mais en haut, il va voir quelque chose d'incroyable. Il va voir le monde entier. Et il va donner aux autres. Et quand il va revenir, il va donner une photo, une description, un livre en disant « Mais moi, j'ai vu ça, que les autres n'ont jamais vu. » Et tout le monde va faire « Waouh, c'est ça qu'on voit en haut. C'est cette lumière, cette pureté de l'air, cette chose qui existe. » Bon, voilà. Et c'est ambigu. Vous savez que les gens qui vont sur l'Everest, par exemple, avant d'arriver à être au sommet, ils voient des rangées de morts. C'est intéressant. Quand on part dans cette zone du dehors, on voit aussi ça. On voit le vivant avec tous ses foisonnements, et puis les morts enracinés dans la glace qui ne bougent plus pour l'éternité. Donc, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Comme dans la créativité artistique, on voit une œuvre d'art, mais on voit aussi la folie potentiellement. On rencontre la folie. Hein. Je dis voir, c'est pour les gens visuels, mais on peut entendre ou rencontrer la folie ou le génie. Et peut-être les deux en même temps. Donc, sur le sauvage, je pense qu'on est au moment où notre société est surdomestiquée. Et elle continue à essayer de se surdomestiquer encore plus. Il faut des règles partout. Il faut un QR code pour accéder à tel endroit. Vous n'avez même plus le droit d'accéder à la nature. Hein. Dans le parc des Calanques, maintenant, c'est le préfet qui décide si vous avez le droit d'aller vous balader. Donc, surdomestiqué et où il y a un besoin du sauvage. Ce besoin, il peut être pris de manière complètement chaotique et folle, ce que je vous ai dit, ou il peut être expérimenté avec une initiation progressive en disant voilà, on a besoin de se ressourcer. D'abord peut-être dans mon petit jardin zen avec mon sable gratté avec mon petit râteau, puis après dans un jardin plus grand, puis après dans un espace sauvage, dans quelque chose encore voilà.
Et justement, je trouve, hein, ce n'est que mon point de vue, mais qu'on est dans une société, qui est très malhonnête, d'un point de vue, intellectuel, sous couvert de prendre soin de nous, enfin ceux qui dirigent, sous couvert de prendre soin de nous, on nous impose sans cesse, des injonctions, des limites, et notamment on nous contrôle de plus en plus avec, l'arrivée de l'identité numérique, de l'euro numérique. Qu'en penses-tu et quels sont les moyens de se soustraire à ces obligations finalement? Parce Ouais. que moi personnellement, j'essaie de trouver toutes les solutions, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc je quitterai les réseaux sociaux, comme j'ai fait pour le Covid, je me suis pas vaccinée et ma vie a changé. Mais par ailleurs, il y a eu plein de créativité qui en est sortie, ça a fait du nettoyage aussi sur le plan relationnel et c'est juste parce que je change de fréquence aussi énergétique d'un point de vue spirituel. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. La première chose, c'est le constat du caractère totalisant et totalitaire même Mmh. du système dans lequel on est. Totalisant parce qu'il vient dans tous les espaces de votre existence. L'argent, la vie quotidienne, acheter, faire vos courses, il y a des caméras de vidéosurveillance. À chaque fois, on dit c'est pour votre bien, pour votre sécurité. Vous voyez, C'est ça qui ouais, est malhonnête. C'est que, tu vois, sur le coup, je te coupe et je te redonne la parole, mais sur le coup des réseaux sociaux pour les enfants, à la base, tu te dis, bah oui, effectivement, il y a des abus, il y a du harcèlement sur les réseaux, etc. Et puis très vite, moi, mon cerveau, il a fait, non, non, les connaissances, ça cache autre chose. Et puis s'ils protégeaient autant les enfants, il y aurait prise, une vraie précaution sur le bien-être des enfants. Et puis, il n'y aurait pas des vaccinations obligatoires avec plus de 11 vaccins. Tu vois, c'est tout ce paradoxe et toute cette malhonnêteté, je trouve, par rapport à ce qu'on vit. ouais, ouais, même j'irais plus loin qu'une malhonnêteté, je pense qu'il y a une perversion. Hum, Au sens où il y a un retournement, le retournement de quelque chose qui était lumineux en quelque chose de sombre. Et là, il y a quelque chose de diabolique. Pour moi, il y a des puissances et des forces euh, qui, ont, qui sont dans la division en permanence, dans le retournement en permanence. Et ça a un nom dans la Bible, ça a un nom dans toutes les traditions, dans la Kabbale ou autre. Bon, c'est Satan. Voilà. oui. Après, le dire comme ça peut faire peur aux gens, ils voient un gros monstre rouge, etc. Mais Bon, c'est un peu la guerre entre l'ombre et la lumière, en fait. ouais, et tu vois, la période invite à mettre un nom là-dessus, c'est-à-dire que Hum, euh, le mal, il y a le mal, voilà. Et c'est vachement dur à accepter, c'est hum, très très douloureux, parce qu'on a été élevé dans l'idée de la communication non violente, de la paix, etc. Mais attention, euh, la communication non violente ou la paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre. Ça veut dire que nous sommes en charge d'aller métaboliser cette guerre et cette violence pour en faire advenir autre chose. Et là, c'est pareil, c'est l'incommensurable convocation. C'est-à-dire, si tu regardes le mal en face, tu dois choisir. Est-ce que, à bon an, mal an, je vais aller dans ce que me propose le mal, je vais m'accommoder avec le réel, je vais me raconter une histoire où non, ça va, c'est acceptable, ou non, c'est bon, stratégiquement, je peux faire ça pendant un moment, ou est-ce qu'à un moment, je suis impérativement sommé de faire un choix, et est-ce que je suis un artisan de paix? Est-ce que j'amène de la lumière dans le monde? Et là, ça renvoie à l'intérieur, on n'est plus en train de parler de l'extérieur. Euh, Et pour moi, c'est ça le vrai bon retournement juste, la révolution, enfin la conversion juste. La conversion en ski, vous savez, vous partez dans l'autre sens. La révolution, vous faites un tour complet, vous revenez pareil. C'est plutôt une conversion. Euh, cette conversion, c'est je regardais à l'extérieur ce qui se passait, et on me ment. Il y a de la malhonnêteté, etc. Mais attendez, j'accepte qu'on me mente. J'accepte qu'on soit malhonnête. J'accepte qu'on retourne et qu'on pervertisse des choses qui devraient être belles et qu'on en fasse de la laideur. Regardez aujourd'hui ce que sont les défilés de mode. Mode devrait normalement être le plus beau des habillements pour parer la femme et l'homme de leurs plus beaux atours, comme les oiseaux se parent de plumes magnifiques, comme les ethnies de peuples premiers se parent de vêtements qui les rendent plus beaux. Là, attendez, je ne sais pas si vous avez vu les derniers trucs de Balenciaga ou autre, mais vous êtes face à quelque chose qui enlaidit l'humain.
Là, c'est non, stop. Voilà, c'est non. Je n'irai pas voir ça, je le dénoncerai, etc. S'il faut. Et il y a un certain nombre de choses où il y a besoin de dire non de manière très claire. Mais c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas voir. Parce que regarder le diable en face, est-ce que je suis assez fort? Est-ce que je suis assez construit à l'intérieur pour que je puisse le regarder à travers et dire ça ne me touche pas. Voilà. Je ne suis pas toi. Je te regarde droit dans les yeux et je suis pas toi. C'est pas du tout évident. Il y a, à mon sens, des niveaux, des degrés d'accomplissement progressif, hein. On n'a pas tous vocation à aller face au diable directement. D'abord, on se confronte à nos propres, à quelques démons qui sont envoyés. Mais dans cette perversion, maintenant, moi, je pars du principe que tout ce que me raconte le gouvernement est faux. Voilà, c'est tout. Tout ce que me racontent les médias de grand chemin est faux. Et j'essaie, moi, de mettre de la clarté dans ce que je mets en mouvement. Est-ce que c'est à court terme, à moyen terme ou à long terme, que ce soit l'identité digitale, la guerre ou autre? Dans quel plan je me situe? Parce que parfois, je pourrais confondre. J'ai l'impression qu'il faut faire absolument un truc à court terme, alors qu'en fait, c'est un travail de long terme sur la question de la paix. Tu vois, j'ai essayé au moment des réflexions sur l'euthanasie et le suicide assisté de prendre des avis de différents bords, et j'ai fait un certain nombre d'entretiens qui s'appellent les entretiens mortels. Donc il y a 25 entretiens, quelque chose comme ça, sur ce sujet-là, en disant moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai pas les idées claires. J'ai besoin de parler, d'écouter d'autres gens. Donc j'ai donné la parole à des gens. Alors on m'a dit ouais, mais tu n'as pas écrit aux députés. Ça, c'est à court terme. C'est ça qui vous. Moi, j'essaye de autre chose à un autre endroit. Peut-être que c'est complémentaire, peut-être que c'est pas en opposition. Qu'une parole plus apaisée, plus lente, elle va servir à une réflexion sur le fond. Qu'après, peut-être il y a des choses immédiates à faire si vous pensez que c'est pas juste du tout. Hein. Mais voilà. Ou si au contraire vous pensez que c'est juste et qu'il faut le faire, ok. Faites ce que vous avez à faire. Donc la question du terme de l'action, court terme, moyen terme, long terme. La question de la destination de mon action. Si c'est une parole publique, par exemple, ou si c'est l'organisation d'un ciné-débat ou d'écrire un texte, à qui ça se destine? Quelle est la cible? Parce que parfois, on veut dire quelque chose, mais on fait l'économie de la personne qui va le recevoir. Mais attendez, un repas, on le fait pour quelqu'un. On va essayer de lui faire un plat qu'il peut manger. S'il est allergique au gluten, s'il fait un tel ou tel jeûne, on ne va pas lui faire ça. Parce qu'il ne le mangera pas. Si c'est pareil, si je fais un texte, un pamphlet, c'est pour moi, c'est pour dire ce que j'ai sur le cœur. Mais il y a quelqu'un en face. Ce quelqu'un en face, c'est qui? C'est un citoyen qui a vu clair dans tout ce qui s'est passé ces dernières années, un citoyen qui est partagé sur ces questions. Et auprès de qui je m'exprime? C'est un soignant, c'est un soignant qui a été suspendu, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a joué à fond le Covid. C'est quelqu'un qui fait partie des tutelles institutionnelles que je prends dans son rôle administratif de maintenir l'institution telle qu'elle est et qui entend pas changer les choses parce que lui, son rôle, c'est ça, c'est son métier, il est payé pour ça, pour maintenir les choses. Donc si c'est ça la personne que j'ai en face, il va falloir que j'ai des égards pour ça. C'est un politicien qui passe son temps à mentir, à souffler le chaud et froid et tout et son contraire. Là, il va falloir que je comprenne son intérêt stratégique, plus que le convaincre de quoi que ce soit. De toute manière, il croit à rien, il s'en fout. Et lui, ce qui compte, c'est combien j'ai d'électeurs à la fin. Bon, peut-être que c'est ça qu'il va falloir que je mette en avant. Je vais parler à un média qui va, lui, essayer de dresser un petit théâtre où je fais les pour et les contraires de manière hyper polarisée, en essayant de faire se battre un pro-iranien versus un pro-israélien face à face sur le table. Parce que c'est ça qui fait le buzz et que c'est ça qui fait la putaclic sur Internet. Si je parle à ces gens-là, comment je déjoue ça? Comment j'arrive à amener à autre chose dans cet endroit-là? Bref, l'idée de la cible change tout à la nature même de ce que je vais produire comme action, comme engagement. Et va m'aider à trouver là, moi, je suis bien. Peut-être qu'il y a des endroits où je n'ai pas envie d'y aller. Par exemple, je vais parler à un juge, c'est une action judiciaire. Ouais, j'aime pas ça, j'ai pas envie d'y aller. D'autres, au contraire, ouais, moi, je veux faire valoir la justice, c'est important. Puis après, il y a le type d'action. Est-ce que c'est une action qui est contre le système? Je vais dénoncer les mensonges, je vais exposer à plein jour. Bon, ok, dans ce cas-là, je vais en Iran et je vais en Israël. Je filme, je discute avec les gens, je montre ce qui se passe et je dis le récit que vous avez par ceux qui font la guerre, c'est pas le même que ceux des citoyens. Voilà. Parce que la guerre, c'est toujours une histoire de gens riches qui se connaissent et qui on voit des gens qui se connaissent pas et qui sont pauvres s'entretuer. Voilà.
pour le profit de ceux qui sont riches et qui se connaissent. Donc, il y a toujours un leurre. Mais si je regardais ce que les gens en pensent pour de bon, sans leur sommet d'être polarisés tout de suite. Contre le système, je vais donner des coups de marteau dans la tour d'ivoire. À l'intérieur du système, est-ce que je peux rentrer à l'intérieur du système? Si je prends le soin, est-ce que je peux faire partie des commissions de l'OMS? Accepter que ça existe, pas dire ça n'existe pas. Ça existe, ça pose problème. Et si je le contaminais de l'intérieur? Là, on a essayé d'envoyer des gens à la Haute Autorité de Santé. Il y avait une discussion sur l'obligation vaccinale des soignants. Donc, on a envoyé des gens pour être experts. Il y en a, il a été pris. Alors, au bout de 24 heures, ils ont dit on a regardé sur Twitter, vous ne pouvez pas y être parce que idéologiquement, vous êtes contre. Ouais, mais tous ceux que vous prenez, ils sont idéologiquement pour. Je ne comprends pas, c'est quoi la pluralité? Et ça a été intéressant parce que d'une part, lui, maintenant, il peut dire je suis ex-expert de la HAS. Il l'a été pendant 24 heures. Moi, je vais l'appeler ex-expert de la HAS. Et puis, d'autre part, alors, il n'a pas une rente à vie. Hein, c'est pas comme nos ministres, tu sais, qui, quand ils ont été ministres en 2 jours, ils ont une rente à vie. Et d'autre part, ça permet d'exposer aussi le mensonge. C'est-à-dire, en essayant de rentrer à l'intérieur, voilà, la HAS dit ce qu'elle est. Là, en l'occurrence, elle ne cherche pas une pluralité de regard sur une réflexion éthique sur l'obligation vaccinale. Elle veut imposer, donc elle veut faire que des gens qui sont d'accord pour faire un texte qui sont d'accord. Bon, ok. Dans ce cas-là, on va y avoir un contre-pouvoir. On a invité, là, on va faire un congrès sur l'autisme. Et on pouvait aller frontalement dire il y a un problème avec les vaccins et l'autisme. Ou non, on va inviter des gens sur qu'est-ce qu'ils font en France aujourd'hui sur l'autisme dans l'institution. On va les écouter. Et puis, on va insister sur les solutions plutôt que les problèmes. On va faire venir des familles et on va aussi faire parler les familles qui vont dire, eux, leurs problèmes, leurs difficultés avec l'institution, puisqu'ils mettent en place spontanément. Puis à la fin, on va faire intervenir quelqu'un d'extérieur, un Américain, qui va nous dire qu'est-ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui sur l'autisme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Puis tiens, on sera famille de gens autistes, gens de l'institution, soignants un peu alternatifs, à tous ensemble à écouter quelqu'un d'autre et dire tiens, est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord après s'être entendu? Tu vois, cette intention-là, elle change complètement la donne. C'est pas une grand-messe de célébration des antivax. Et d'un coup, on essaie de recréer du lien. Alors, ça marche pas, on verra bien. Hein. Mais c'est pas sûr que ça marche. Mais c'est pas grave, on réessaiera, on recommencera. Et avec toute l'honnêteté dont on est capable. Parce que quand vous avez une intention qui est foncièrement honnête, elle est perçue. Et à la fin, ça marche, quoi. Votre intention se matérialise. Donc, contre le système, dans le système, à l'extérieur du système et dans l'alternative. Attendez, les gens, des familles autistes, ils ont tout de suite besoin d'aide sur certaines choses. Il y a des choses simples qu'on peut faire. Je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle The Spellers. Il est sous-titré en français sur YouTube, vous allez le trouver. The Spellers, c'est les gens qui épellent et qui se sont rendus compte que les autistes non-verbaux, pour un certain nombre d'entre eux, c'est des gens qui se tapent la tête contre le mur et qui font comme ça, comme dans Rain Man un peu. Hein. Rain Man encore, il parle, mais parfois il n'y a même pas de communication possible. Et donc pour les familles, c'est très complexe, hein, et pour la personne aussi, c'est très complexe parce qu'il n'y a pas d'interaction. Et ça fait 25 ans. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui a trouvé une manière de les faire s'exprimer, juste en pointant du doigt des lettres sur un alphabet. En disant, mais au fond, la phonation, l'expression orale, c'est très complexe. Hein, c'est le voile du palais, la langue, le serrage des cordes vocales, le tout avec au niveau psychomoteur, au fond, c'est hyper complexe. Et s'il y avait un problème juste moteur et pas intellectuel, psychomoteur, mais pas intellectuel. Et donc, elle a fait épeler des gens autistes non-verbaux. Et dans le film, on voit un moment très poignant où il y en a un qui est avec son frère dans la consultation, et puis il épelle comme ça, c'est long, hein, c'est un peu fastidieux. Mais il dit mon frère, je t'aime. Tu as toujours pris soin de moi. Tu as toujours cru en moi. Moi, je suis enfermé dans mon corps et je ne peux pas communiquer. Moi, je suis dans la tempête du langage et de la communication sans gouvernail. Et voilà, le mec, on pensait qu'il tapait sa tête contre le mur et qu'il ne comprenait rien. Et il fait une phrase plus poétique que toutes celles qui n'ont jamais été sorties sur le sujet par des médecins ou je ne sais pas quoi. On se dit, mais waouh, on était à côté de la plaque dans comment on voyait ces gens. Alors qu'eux ont un regard suraigu à force d'écouter le monde sur le monde. Et quand on les rend capables de s'exprimer, pour certains dans le film, on va voir qu'ils sont capables de, alors c'est pas le but, hein, mais d'aller faire des études supérieures en ayant un petit synthétiseur vocal parce qu'ils arrivent à pointer après s'être entraînés à faire ce geste de pointer, à pointer sur un clavier et à taper sur un clavier et avoir une voix qui sort. Et eux, ils peuvent pas parler, mais l'ordinateur est capable de parler. Et là, ça rejoint ce que tu disais sur tous ces trucs qu'on nous impose avec perversion. Et s'il y avait quand même quelque chose à en prendre? C'est là, c'est pas facile.
l'intelligence artificielle peut être vue comme un monstre qui fait peur où j'ai pas envie d'aller. Peut-être qu'il faut que je m'en protège. Mais quand j'ai assez de force, est-ce que je suis capable de re-rentrer dedans et de la tourner à notre avantage? Quelque part, c'est la ruse avec le diable. Le diable te tend quelque chose en disant tiens, prends-le, signe avec ton sang pour l'éternité. Et c'est le pacte avec le diable. Est-ce que je suis capable de tordre le pacte avec le diable et de prendre quand même ce que m'a offert le diable et de l'hybrider avec ce que j'ai déjà et d'en faire le meilleur profit collectif et individuel? Je vais donner un exemple de ça, de cette hybridation. Un jour, je suis invité à Saint-Joire-en-Valdaine dans une ressourcerie, donc un endroit où on récupère tous les vieux matériaux, etc. Comme un Emmaüs, mais pour la construction, des choses comme ça. Et puis, un des organisateurs me montre ce qu'ils utilisent pour visser, qui est une chignole. Vous savez, c'est une espèce de morceau de métal plié. C'est hyper low-tech. Hein. On prend un bout de métal, on le tord. Quoi. Bon. Et au bout, normalement, on met une tête pour visser une vis. Mais cette tête, si elle est plate ou elle est cruciforme, parce qu'on a l'habitude d'utiliser, ça marche pas, ça rip, finit par foirer le truc, ça marche pas. Par contre, si je l'hybride avec quelque chose d'hyper high-tech, qui s'appelle une tête Torx, qui est une tête en étoile, et qui là s'emboîte très bien dans la tête de la vis, sont capables de viser des goujons comme ça dans un madrier en bois épais comme ça. Juste comme ça, avec une chignole. Sans tournevis électrique, sans se brancher ni rien. Ça marche hyper bien. Et il n'y a pas besoin d'être très fort. Ça ne nécessite pas de force musculaire ni rien. Ça, pour moi, c'est l'exemple d'une hybridation du low-tech avec le high-tech, de l'ancien avec le neuf, du pacte avec le diable et de ce qu'on avait déjà avant. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener. C'est ce qu'avaient fait les gens sur les monnaies digitales en créant le Bitcoin. Au fond, c'était d'échapper au système fiscal, au système politique, à l'asservissement par le dollar américain, etc. Alors, ça a été réapproprié. Hein, on voit dans les dossiers Epstein, il faut vite que le Bitcoin soit réapproprié. Donc, il va y avoir ce jeu du château de sable construit et détruit. J'essaye et on joue aux gendarmes et aux voleurs. Et il y a toujours des failles. Parce que ce jeu, il ne s'arrête pas. Et ce qui est intéressant, c'est de nous remettre dans un système dynamique. C'est-à-dire de dire, tout ce qu'on croyait une fois pour toutes être stable dans nos vies, c'est pas vrai. Notre corps, voilà, on le voit bien en vieillissant, on commence à avoir mal au dos. Bon, c'est pas je suis plus le petit bébé qui avait toute sa mobilité possible. Il est à l'intérieur quelque part, mais il s'est un peu rouillé, mais il faut que je m'en souvienne régulièrement. Pour s'en souvenir, c'est retrouver cette mobilité, cette créativité de l'enfant et de l'enfance. Et donc, l'enfant, il n'a pas peur de la pâte à modeler, il n'a pas peur du truc. Vous savez, il n'a même pas peur au début de l'eau de la piscine. Les enfants, ils sautent dans la piscine, ils se noient. Et bon, il faut apprendre à nager. On va devoir sauter dans le grand bain et il va falloir apprendre à nager dans ce monde digital qui existe, qu'on le veuille ou non. Et quelque part, Réinfo-Covid a été un peu un précurseur aussi là-dessus, parce qu'une des premières choses qu'on a faites, c'est de regrouper les gens alors qu'on cherchait à nous diviser, nous séparer socialement, nous mettre des masques et des barrières. Nous, on s'est retrouvés sur des petites cases comme on est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé. On est en train de faire ce truc dans le système numérique et de se rencontrer pour de vrai, alors qu'on est au fond de la matrice. On pourrait dire, la matrice nous a servi et tout ça. Attends, non. Là, d'un coup, j'ai chez moi, et il y a une sorte de brèche qui s'est ouverte, impossible qui s'est ouverte, où je peux rencontrer Valérie et plein de gens que je ne connaissais pas, pour parler de choses qui nous semblent importantes. Tiens, on a appris à nager. Alors pour le moment, on a un gros canard en haut à droite, là, c'est le logiciel qu'on utilise qui se met là. Mais petit à petit, on va gagner en aisance, en liberté, en possibilité d'accomplir des choses. Est-ce que ça voudrait dire qu'on utilise l'ombre pour faire rayonner la lumière? Je ne sais pas si c'est l'ombre. L'ombre, c'est peut-être pas le précipité matériel lui-même. C'est peut-être l'intention qui était portée par son créateur ou l'intention qui était portée par le... Je ne sais pas répondre à cette question. Je suis encore partagé parce que je pense qu'il y a des choses où il faut dire non. Et à mon avis, tous les rôles sont nécessaires. Peut-être que les jeunes aujourd'hui, quand on leur dit l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, c'est dangereux, ils vous regardent en disant nous on vit avec, c'est notre langage. Parce qu'ils sont déjà mûrs là-dedans. Et je me souviens, pour les entretiens mortels, je demande à mon neveu qui avait 17 ans à l'époque, je lui dis, je lui montre les vignettes. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses, l'émission et tout ça, comment tu vois le truc? J'aimerais bien avoir un public peut-être plus jeune qui il regarde et fait, franchement, comme c'est naze, quoi. Ça me donne pas du tout envie, ça a l'air chiant comme la mort.
Tu vois, je dis, bah, je te remercie de ta franchise. Au moins, je vois que mon travail a été utile. Tu ferais quoi, toi? Attends, là, tu fais une vignette bleue avec juste les visages des gens qui vont parler, avec un titre genre dispositif biopolitique, machin. Euh, attends, mais plutôt un gars avec une liasse de billets dans les mains, qui a une seringue dans le dos d'un autre et qui va le buter en disant ils veulent tous nous tuer, tu vois. Et je dis, bah, je rigole, je dis, mais avec du sang qui coule et tout. Je dis, mais c'est un peu grossier quand même, non? Enfin, c'est un peu obscène, quoi. Ce que tu me dis, tu te rends compte, quoi. Je dis, oui, oui, je me rends compte. Euh, on est tous d'accord. Mais bon, les gens, ils cliquent là-dessus. Je dis, mais toi, les jeunes, ils vont se rendre compte qu'il y a une entourloupe. Bah oui, de toute manière, on vit dans une entourloupe. Toutes les vignettes, c'est des entourloupes. On sait très bien que si on met une fille avec des gros seins, un petit chaton, ou je sais pas quoi, où on est tous foutus, il y aura beaucoup plus de clics. Mais on sait tous derrière que le contenu, c'est pas ça. Après, c'est des gens qui parlent, qui racontent des trucs et tout ça. Et tu vois, il y avait une sorte de. Comment dire? C'était pas cynique, c'était pas désabusé, c'était juste. La règle du jeu, c'est ça, mais c'est une illusion. Toi, tu t'attaches à une illusion quelque part. Et donc, il me donnait une leçon d'illusion, alors qu'il a 17 ans et que j'en ai 47, quoi, tu vois. Et voilà, j'ai pas fait pour autant le genre de vignette comme ça, parce qu'après, il y a se respecter soi-même aussi, quoi. Tu vois, C'est juste ça. dire, moi, j'ai peut-être pas envie d'aller là. Voilà. Mais, mais peut-être qu'il y avait un compromis à trouver relatif à ce que je te disais tout à l'heure mais je parle à des gens dans un certain contexte, dans une certaine langue. Et cette langue, c'est pas moi qui décide. J'en fais partie, je peux l'orienter, je peux essayer de mettre des beaux mots, je peux essayer de travailler ma grammaire et tout ça. Mais au fond, j'ai pas décidé de la règle de l'Internet, de la règle du jeu de qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui vend pas. Donc, et si j'essayais de l'utiliser en gardant mon intention pure, est-ce que c'est possible? Je suis partagé. Hein. Je pense que parfois, ton intention va être pervertie, que tu vas te trouver dans une course au pognon, au nombre de clics, au nombre de vues, etc. Mais là, il va falloir se poser sérieusement la question, qu'est-ce que je cherche à faire? Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à vraiment partager ou je cherche à être vu de manière narcissique? Je cherche à vraiment ouvrir des possibles en interviewant des gens ou je cherche à être aimé par le biais de ce truc? Mais être aimé, attendez, tout le monde a besoin d'être aimé. C'est pas illégitime comme besoin, mais ça passe pas par le nombre de vues sur Internet ou le nombre de followers. Voilà, je suis encore partagé sur ce que tu me proposes comme dilemme. Hein, est-ce qu'on y va dans la technique? J'ai été très technocritique pendant des années et même décroissant. Et là, mon constat ces dernières années avec Réinfo Covid, la crise du Covid, c'est que on avait utilisé tous ces outils et on les avait, nous, redressés alors qu'ils étaient tordus. Et je me suis souvenu d'un texte de l'Ancien Testament sur la sortie d'Égypte, où Moïse se retrouve face à Pharaon et il y a les plaies d'Égypte qui arrivent. Et la première plaie, c'est que les sorciers de Pharaon ont leurs bâtons, changent les bâtons en serpents. Et y compris le bâton de Moïse. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le serpent, il le redresse et il en refait un bâton sur lequel s'appuyer. Et ce bâton va être celui qui va ouvrir la mer Rouge. Et tu vois, symboliquement, je trouvais ça assez étonnant. C'est le serpent, l'ennemi, le monstre, qui est un système technique. En l'occurrence, c'est pas Internet, mais c'est un truc rudimentaire. Hein, c'est le bâton, mais c'est lui qui va ouvrir la mer Rouge. Et je me suis posé la question, est-ce que l'Internet et tout ça sont cette espèce de serpent dégueulasse qu'il va falloir redresser pour qu'il nous ouvre des espaces de liberté? Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je crois qu'on a réussi dans une certaine mesure. De toute façon, on va devoir surfer, s'adapter, mais sans se perdre. Quel est ton secret de la résilience? Est-ce que tu as une hygiène de vie particulière? Tu fais du sport, du yoga, méditation? Bah, tu as un contact avec la nature. Hein. J'ai cru comprendre que tu étais quand même très proche de la nature. L'alimentation, est-ce que tu as des bases? Ouais, alors je peux partager des choses qui sont intimes, je ne partagerai pas forcément, mais il y a parce que j'ai envie de les garder pour moi. Bien de sûr, manière, bien sûr. mais effectivement, le fait de se baigner dans du verre à proximité d'arbres dans la nature, pour moi, est très important. D'aller voir la mer. Donc, j'essaie d'aller voir la mer tous les jours. Je n'habite pas très loin de la mer. C'est facile de rester un peu enfermé dans son ordinateur. Hein. Parfois, il faut se secouer. Il faut dire, allez, je vais aller voir dehors. Et comme aller voir d'autres gens. Quoi. Parfois, maintenant, on est plus confortable tout seul. Il y a beaucoup de jeunes qui n'osent même plus aller rencontrer d'autres gens. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'alimentation. Je pense qu'il y a un énorme problème avec notre alimentation moderne. Et c'est étonnant de voir qu'aux États-Unis, la pyramide alimentaire a été renversée
par Make Europe Healthy Again et le travail de Kennedy Jr., pour lequel je suis très admiratif. Ça ne veut pas dire que je suis pro-Trump ni rien, c'est-à-dire je peux regarder ce qu'ils font et pas forcément être subjugué. Je suis admiratif de ce qu'ils arrivent à transformer. Je ne suis pas sûr qu'il faille faire exactement la même chose. Je pense qu'en France, on a d'autres ressources, etc. Mais je suis impressionné et ça me sert d'exemple en me disant, tiens, il y a des vrais sujets, notamment l'alimentation. Et les recommandations américaines sont très proches de celles qui ont cours en France jusqu'ici, qui était une recommandation d'avoir 45 à 55% de glucides dans la ration quotidienne. Donc ça fait beaucoup, ça fait plus de la moitié sous forme de sucre. Vous savez qu'il y a les glucides, les lipides et les protides. Les lipides, le gras, les protéines, les briques de Lego qui nous constituent. Et puis les glucides, les sucres, ce qui a priori donne l'énergie avec les sucres rapides, les sucres lents. Bon, voilà, après, on peut raffiner l'index glycémique, etc. Mais 55%, c'est vraiment beaucoup. Et là, ils ont complètement renversé les choses en ne donnant plus d'indication de quantité. C'est-à-dire, il n'y a plus de chiffres. Ça, je trouve ça très sain. Parce que ça veut dire qu'on est tous différents. Et peut-être on va tous avoir des besoins différents. Peut-être qu'une petite minette qui est skin-chou et qui a besoin d'un peu de sucre régulièrement en fin de repas parce que voilà, il faut y aller, quoi. Puis peut-être qu'un gars comme moi qui est plus charpenté, qui a des réserves, un peu de gras, un peu de réserve dans le foie, lui peut facilement se faire 3 jours sans sucre. Au fond, ce serait pas un problème. Au contraire, ça lui ferait peut-être du bien. Et donc on est tous très différents. Et donc, le fait de ne pas recommander telle ou telle quantité exacte, je trouve ça super. Après, ça nous laisse perdus un peu dans alors qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu as vu qui te faisait du bien ? Il y a une vraie expérimentation autour de l'alimentation et de la santé. Il y a des gens, ils ne prêtent pas attention, ils mangent par un besoin de satiété, par un besoin de satisfaire une boucle de récompense, mais ils ne mangent pas en prêtant attention à ce qu'ils ressentent. Et donc, pour eux, c'est normal qu'après chaque repas, ils aient une espèce d'énorme coup de barre pendant 2 heures où il faut qu'ils fassent la sieste et tout ça. Attends, pas sûr. Peut-être que tu manges pas ce qu'il faut là. Peut-être que le shoot insulinique, de sucre puis insulinique que tu te prends, il est pas bon pour toi. Tu vas finir diabétique, quoi. Parce que tu es en train d'essorer ton pancréas. Donc là, pour moi, il y a cette idée-là qu'il va falloir retrouver sa propre alimentation. Et c'est pas facile parce qu'on vit en famille. En famille, on n'a pas tous les mêmes besoins, voilà, exactement. Que c'est compliqué de tous manger des choses différentes parce que sinon, il y a aussi, c'est un temps social. Et donc, ça veut dire une vraie réflexion sur le temps social qui est beaucoup autour de l'alimentation chez nous et dire est-ce qu'on peut inventer d'autres temps sociaux de partage avant, à la fin du repas ? Est-ce qu'on peut imaginer que enfin bref, voilà, il y a un vrai travail à mener à un niveau individuel et à un niveau collectif. Moi, à un niveau personnel, je regarde ce que font les Américains qui ont beaucoup plus mis en avant le gras et les protéines. En disant, au fond, le sucre qui était proposé, c'est l'industrie qui avait mis ça en place, l'industrie agroalimentaire céréalière, qui fournit du blé en abondance, des trucs comme ça, mais qui sont au fond des nourritures de subsistance, qui normalement doivent être stockées dans des greniers et qu'on garde pour quand on n'a plus rien. Le pain, il doit rassir jusqu'à toute la semaine, pas censé se faire 3 baguettes par jour, ni rien, quoi. Et on a mis en avant les céréales de manière massive, il y en a partout, ce sont des glucides, et on a mis du sucre dans tout. Vous prenez n'importe quoi, n'importe quelle étiquette, vous allez voir que c'est rare quand il y a moins de 15% de sucre, enfin de glucides, dans même un truc où vous vous disiez, attendez, c'est un guacamole, je pensais qu'il n'y avait que du gras, c'est de l'avocat, etc. Ah non, tiens, 15% de glucose, dont 5% de sucre ajouté. Dites, ah mince. Et ça, c'est quoi ? C'est l'alimentation transformée. Donc, pour moi, il y a un vrai travail à faire sur non, on ne doit plus avoir des bananes déjà précoupées, etc. On doit y aller, quoi. On doit oser transformer nous-mêmes l'alimentation et revenir à des choses plus basiques. Puis se souvenir d'où on vient. C'est un des enjeux de MEA, c'est who we are is important, matters. C'est notre culture ne signifie pas rien. Il y a des plats traditionnels, des daubes, des viandes marinées, des je sais pas quoi. Pourquoi on les fait plus ? Parce qu'on ne sait plus, on a perdu ses savoir-faire, parce que c'est long à faire, parce qu'il faut faire mijoter pendant des heures. C'est plus facile de prendre le truc déjà tout préparé. Mais et si on se réemparait de ça ? C'est-à-dire, Top Chef, c'est pas destiné à Top Chef, avec des gens à la télé qui vont avoir des étoiles. Et c'est nous. C'est en ça où le diable, il te dit toujours, en fait, l'important. Quelque part, et dans sa perversion, il te dit les choses.
c'est très paradoxal, hein. C'est peut-être ton meilleur allié au fond, et parce qu'il vient insister là où ça fait mal. Et si on réapprenait à faire à manger et qu'on le faisait comme un jeu ensemble? Et attendez, c'est un bon prétexte, ça. On se réunit et on fait à manger. J'ai eu des copains qui ont mis ça en place. C'était réapprendre les vieux plats traditionnels français. Avec aujourd'hui, tu as tous les savoir-faire que tu veux, hein. Tu vas prendre des tutos sur YouTube. Tu as les recettes de Pierre Hermé, de machin, de trucs. Alors toi, tu vas découvrir que bon, tu n'es peut-être pas Pierre Hermé ou je sais pas qui, mais tu vas réussir à la fin à faire quelque chose. Et ça réenrichit la créativité. J'avais trouvé ça admirable à l'époque, ces copains qui avaient mis ça en place. Ils se réunissaient une fois par semaine, ils achetaient les ingrédients, et chacun était en charge de préparer un plat pour les autres goûtaient, l'aidaient à préparer, et ça donnait un prétexte à une vie sociale. Imagine comme ça rend plus joyeux ce truc qui revient tous les jours et qui peut même paraître chiant, quoi. Il faut faire à manger, mince, c'est midi, il va falloir se faire à manger. Oh, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Bon, je prends le premier truc qui passe et puis je prends un truc avec une boucle de récompense, du sucre, du chocolat, du coca. Voilà. Je pense que les Américains, par juste ce changement de pyramide alimentaire, vont avoir des résultats en termes de santé en moins de 2 ans, et plus qu'en termes de santé. Parce qu'à partir du moment où tu remanges mieux, tu penses mieux, tu réfléchis mieux, tu as des émotions qui sont meilleures, etc. Globalement, tu vas mieux. Quelque part, ça se rapprocherait d'un régime low carb, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire low carbone, moins de sucre, hein, parce que les sucres, c'est les chaînes carbonées, ou pour ceux qui seraient capables d'oser, ça peut être un régime cétonique, un régime keto. Mais c'est pas facile, le régime keto, hein. Et encore une fois, c'est pas bon pour tout le monde. Peut-être que les gens qui n'ont pas de réserve, eux, il leur faut du sucre, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a pas. Moi, je suis pas dogmatique sur ce sujet. Ouais, voilà. On voit, hein, physiquement, comme mon épouse, des gens minces, etc. Pas sûr que le régime keto soit bon pour eux. Par contre, le régime keto, enfin, on va dire au niveau collectif et sociétal, on est quand même plus en surpoids que mince. On est plus avec trop de réserves que pas assez. On est plus avec trop de sucre que pas assez. Et donc, à un niveau collectif, je pense que aller vers ce type de régime, ça peut être intéressant. Par contre, c'est une inversion. C'est pareil. Ce type de régime, ça ne veut pas tout dire. Manger n'importe quelle viande. Attendez, d'où elle vient votre viande? Par qui elle a été tuée? Comment elle a été élevée? Dans quelles conditions de souffrance? Parce que si vous faites un régime keto avec des bêtes qui ont souffert le martyre tout le long de leur existence, etc., que vous prenez des œufs qui viennent de poulets en batterie, attendez, non, là, vous faites fausse route, vous prenez la proie pour l'ombre. Vous n'aurez pas de résultat probablement, parce que vous allez absorber tout plein d'autres choses. En non absorbant du sucre, mais en absorbant toute cette violence, vous allez apporter d'autres choses. Donc là, vient se heurter aussi les convictions idéologiques et puis des impératifs éthiques. Voilà. Donc c'est pas simple, hein. Moi, je pense que je mange low carb maintenant depuis un certain temps, et que ça me fait beaucoup de bien, et que j'essaie de prêter attention à d'où vient ma nourriture. J'y arrive pas toujours, ça coûte plus cher, mais j'ai accepté l'idée que plus d'argent devait passer là-dedans. Que ça, c'était tous les jours, que ça revenait tous les jours. Et tant pis pour le reste, pour les voyages, pour je sais pas quoi. Je préfère mieux manger, même si ça me coûte beaucoup plus cher. Mais ça va prendre du temps, et encore une fois, vous n'arrivez pas à y arriver tout seul. Je suis comme toi, et je préfère manger moins, mais de la qualité. Depuis que j'ai quitté Paris, c'est plus simple parce que j'ai mes petits marchands. J'essaie de faire vivre vraiment le commerce local. Acheter, tu parlais de céréales de pain, d'acheter mon bon pain au sarrasin ou à l'épeautre ou à la farine de châtaigne chez le bon boulanger. Les œufs chez le volailler, le fromager. J'essaie vraiment de manger des produits de qualité avec français déjà, et avec une très bonne traçabilité surtout. Ouais, ce qui est pas évident, et qui va nécessiter d'y prêter attention. Mais c'est comme d'habitude, le système vous dit ce qui est important. Vous pensez que ce qui est important, c'est la crise économique au stock exchange. Non, ce qui est important, c'est là d'où vient votre nourriture chaque jour. Déjà ça. Après, on pourra peut-être réfléchir au reste, mais déjà ça, et ça fait partie encore de ce retour à Ithac, de reprendre les hiérarchies des priorités dans le bon sens. Et moi, une partie de mon métier en tant que réanimateur, c'est la hiérarchie des nécessités. Tu arrives sur un arrêt cardiaque, peut-être qu'avoir la couleur des chaussures du gars, tu t'en fous en fait. C'est pas ça l'important. Là tout de suite, c'est est-ce qu'il y a un truc dans sa gorge qui l'empêche de respirer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire le massage cardiaque? Et tu vois, mon métier, c'est rester calme en situation de stress et remettre qu'est-ce qui est important là tout de suite. Et une fois que ces trucs importants là tout de suite, ils sont pris, ça te donne de la rame. Tu récupères
de la bande passante pour attends, mais pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais le soigner dans la suite? Quel est le futur? Ok. Mais il faut d'abord satisfaire à ces trucs essentiels. Parce que si tu commences tout de suite à dire dans le futur, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Attendez, il n'y a pas de massage cardiaque, il n'y a pas de ventilation. Ben, il est mort. Voilà. C'est tout. Donc, tout ce que vous dites, là, ça n'a aucun sens. Ou si vous êtes en train de crier, de paniquer. Pour moi, on revient aux besoins essentiels. Ça avait été dit par les Colibris et Pierre Rabhi à l'époque. Quels sont nos besoins essentiels? C'est dit par la communication non violente aussi. Et de réinvestir ce champ-là, d'y reprêter attention. Et puis d'écouter les besoins vraiment profonds de mon corps. Moi, j'ai cette chance de bien le connaître. Et quand j'ai une envie d'un aliment, en général, tu peux être sûr que si je vais regarder ce que cet aliment m'apporte, c'est ce dont j'ai besoin. Un autre élément pour te répondre sur les pratiques qui me font du bien, c'est les arts martiaux. Moi, je fais du Kung Fu, Wing Chun. C'est le nom de ce type de Kung Fu. Kung Fu, en gros, ça veut dire boxe chez les Chinois. Donc, vous connaissez le Kung Fu de Kung Fu Panda, peut-être, c'est le Kung Fu Shaolin. Avec le Wing Chun, c'est un petit peu différent. Et c'est beaucoup basé sur l'idée de la ligne centrale, de tenir la ligne centrale. Et que dans cette ligne centrale, on dit que c'est un art martiaux qui est assez propice pour les femmes, parce qu'il ne nécessite pas d'être très athlétique, mais qu'il est très efficace dans voilà, même pour les gens qui n'ont pas forcément une masse musculaire de malade, parce qu'il maintient cette ligne centrale, cette espèce à la fois de protection, et chaque fois qu'il y a la protection, c'est aussi trouver la faille en face. Et donc, quand tu fais une parade, dans le même temps, tu donnes un coup. Et c'est assez compliqué au niveau psychomoteur, parce que réussir à faire une parade et en même temps allonger un coup de poing, ça vient pas forcément tout de suite. Il faut être capable de le faire des deux côtés. Donc, il y a un travail des deux hémisphères cérébraux qui, pour moi, est très pas agréable, au sens où je me sens un peu maladroit parfois, mais je sens que ça me fait du bien, ça me donne de la plasticité mentale. Et puis l'idée qu'on n'est pas que défensif, on est aussi à essayer de trouver la faille. Et moi, c'est ce que je fais dans le combat quotidien que je mène, on va dire, avec les institutions, qui n'est pas une guerre, c'est-à-dire je ne suis pas en guerre, je ne cherche pas à éradiquer qui que ce soit, je ne cherche pas à vaincre ou à gagner un territoire, je cherche à venir vivre le combat comme un impératif à se retourner sur soi-même. J'en ai parlé plusieurs fois. Chaque fois que je pense que c'est à l'extérieur que ça se joue, au fond, c'est à l'intérieur. Chaque fois que je me bats contre quelqu'un en face, c'est pour m'aider à savoir si moi, ma structure est forte, si ma façon de me positionner, mes gestes. Et un art martial que j'ai pratiqué avec un ami pendant quelques années, et que je trouve particulièrement intéressant, que j'aime pratiquer encore maintenant, c'est l'aïkido, qui pour beaucoup n'est pas un art martial au sens où il ne cherche pas à allonger une droite dans la figure de quelqu'un, mais une sorte de danse avec le partenaire, où une grande partie du travail, c'est d'immobiliser l'autre dans son centre. Il y a à la fois Irimi, c'est l'idée d'ouvrir et de diffracter l'autre, donc de lui faire perdre sa cohérence et sa contenance, et ensuite de le ramener, moi, dans ma cohérence. Et donc, toutes les clés, par exemple, pour aller tordre le bras de quelqu'un, etc., c'est pas vers l'extérieur, c'est pas quelque chose qui me sort de moi-même. Au contraire, ça revient en plein dans mon centre de gravité et j'immobilise l'autre dans mon sens. Je l'intègre à moi. Je fais corps avec lui. Donc, je n'ai pas cherché à l'éteindre. J'ai fait corps avec lui. Et très profondément, dans le mouvement de l'aïkido lui-même, il y a un mouvement dynamique où l'autre devient mon sabre. Son bras devient mon sabre. C'est dur à expliquer parce que c'est quelque chose de vécu, et puis je voudrais pas paraître glosé sur quelque chose qui au fond doit être vécu physiquement. Mais moi, j'aime bien le vivre physiquement, ça m'inspire beaucoup dans ce que je fais, dans la rhétorique médiatique, dans le travail de parole. Et une grande partie de ce que je fais, c'est de la diplomatie au fond. C'est d'essayer de reconnaître l'existence de l'autre tout en affirmant la mienne. Et de dire ça n'est pas antagoniste. Nous avons quelque chose à faire ensemble. Si nous nous sommes rencontrés, c'est qu'il y a une bonne raison. Et ce n'est pas de nous détruire l'un l'autre. Quelque chose qui me fait beaucoup de bien, mais où je vais en renaclant, sont les réunions collectives auxquelles je participe. Donc, que ce soit pour Make Europe Healthy Again France, Make Europe Healthy Again. À chaque fois, avant, j'ai un peu la flemme. Voilà. Et puis, chaque fois que j'y suis, le fait d'être avec les autres, d'écouter les autres, me permet de m'émerveiller. Et je reviens sur cette idée du fil de la merveille en vous donnant un exemple précis. Pour les 77 ans de mon père, je crois, on lui a offert un baptême de l'air. Bon, il rêvait de ça depuis longtemps. Et
Voilà, il n'en avait pas parlé, mais en gros, jouait à Bug Danny, tu vois, le héros de bande dessinée, mais à 77 ans. Donc, il était dans un tout petit coucou. On se retrouve sur le tarmac d'un tout petit aérodrome de campagne du côté de Bédarieux, pas très loin du Haut-Languedoc, là d'où vient ma famille. Et donc, des montagnes au-dessus de Béziers, de Montpellier. Et puis, je découvre un vieux monsieur avec son gros casque, comme ça, sur le tarmac, en train de donner des appels pour dire qui a le droit d'atterrir, de trucs. Puis un autre qui est au fond en train de bichonner un vieux coucou. Et puis, je vois qu'ils sont sous des bâches. Puis, je regarde sous les bâches, je vois une peinture d'Indien avec les plumes sur le bord d'un biplan, un oiseau, un avion de voltige, un autre pour aller plus vite, un autre qui est en cours de construction. Puis, je vois leur magazine. Puis, je vois tout ce monde que je connais pas, au fond. Tu vois, un truc moi, je suis jamais allé là. Je savais pas, même pas que ça existait, que des gens vivaient ça au quotidien. C'était leur vie. Et tu vois, le fait de découvrir ça, ce continent inconnu, pour moi, c'est hyper rafraîchissant. Ça me redonne l'idée que mais l'humain est toujours surprenant. Il y a toujours plus que ce qu'on croit. Euh, Ma grand-mère me disait une phrase qui était une phrase de Shakespeare dans Hamlet. Il y a plus de choses sur le ciel et dans la terre que n'en révèrent toutes vos philosophies, Horatio. En anglais, ça donne There are more things in earth and sky than has drawn to your philosophies, Horatio. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que tu pensais être le monde tel que tu le comprends, circonscrit, avec ses règles. Dès que tu sors dehors et que tu regardes, il y a toujours plus que ce que tu crois. C'est toujours différent de ce que tu croyais. Et donc, il y a comme une leçon d'humilité à chaque fois. Et en même temps, une leçon d'émerveillement. Waouh, je pourrais découvrir ça. Demain, je pourrais passer mon brevet de pilote si je voulais, ou faire autre chose. Mais tout ce qui reste à découvrir, j'en aurais pas assez d'une vie. J'en aurais jamais assez d'une vie. J'en aurais jamais assez de toutes les rencontres que je vais faire. Et ça me redonne le goût d'aller voir le monde extérieur et de pas rester enfermé dans mes certitudes. C'est de rester curieux. Ouais, exactement. On va arriver à la fin de cette émission. Si tu devais me donner une ville et ou un pays où tu aimerais vivre. Marseille en France, ça tombe bien, j'y vis. Un autre endroit serait probablement en Toscane, en Italie, dans la campagne. J'ai beaucoup aimé vivre quelques mois quand j'ai été étudiant. Enfin, j'ai fait un interchu, une sorte d'échange au Vietnam. Et pour moi, le Vietnam est un pays pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, d'affection et d'attachement, tout en comprenant que j'y comprends rien. C'est-à-dire que, tu vois, je prétends pas avoir circonscrit le Vietnam, tout compris de la culture, etc. Mais je vois la biodiversité du Vietnam à la fois au niveau linguistique, culinaire, des habitants, des proximités avec le Cambodge, avec la mer, avec le Laos, avec la Chine, me rappelant la biodiversité de la France. Parce que, tu vois, c'est quelque chose que j'admire en France, c'est que tu fais 50 km et tu es dans un autre endroit, tu as une forêt, puis un bord de mer. La côte atlantique, c'est pas la même que la Méditerranée de l'Est, c'est pas la même chose que le golfe du Lion. Enfin, tu vois, tu as un niveau de diversité des terroirs qui est proprement fabuleux. Quand tu vas dans certains autres pays qui sont très beaux, hein, comme le Québec ou le Canada, bah, tu peux faire des heures et des heures de forêt. Bon, c'est très beau la forêt. Mais au bout d'un moment, tu dis, bon, il y a autre chose, quoi. La forêt, les lacs, c'est sympa. Mais j'aime beaucoup le Canada aussi. Hein, mais nous, on a cette chance sur un petit espace d'avoir une extraordinaire biodiversité. Pour moi, c'est une chance, quoi. C'est vraiment un cadeau du ciel qui nous a été fait. Et donc, il faudrait en prendre soin. Il faudrait respecter ça et en prendre soin. Voilà les deux pays qui me viennent là tout de suite, le Vietnam, la France. Après, je suis curieux, donc j'aimerais bien visiter, passer du temps à des endroits. Mais vivre, il y a un peu autre chose. Voilà. Vivre, c'est l'enracinement. Ma famille, moi, vient du Haut-Languedoc. C'est des terres que j'aime bien. Et peut-être si j'étais retraité un jour, je serais peut-être à cheval entre le Haut-Languedoc, la Corse et Marseille. Tu vois, la Corse aussi, c'est un endroit absolument magnifique. Et puis, il y a quelque chose que je connais pas et que j'aimerais découvrir, qui est l'Afrique. Je suis jamais allé en Afrique, même pas au Maghreb, même pas au Maroc ou en Tunisie ou choses comme ça, qui sont des destinations souvent touristiques pour les Français. Moi, j'ai pas eu cette chance d'y aller. Donc, découvrir ces endroits-là, et la biodiversité africaine aussi, hein, parce que je pense que voilà, ça n'a rien à voir entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, enfin même partout, quoi. J'aimerais bien découvrir ça. On parlait alimentation. Si tu devais me
donner un plat qui symbolise la joie. Pour moi, c'est les Pourquoi? frites. Les frites, mais parce que enfant, ma maman nous amenait à la plage dans le sud de la France, là, un peu trop loin de Montpellier. Et à la fin de la plage, au moment où on allait à la plage, on prenait des frites avec plein de sel dans une barquette en plastoc. Je garde un souvenir ému de ça. Je sais pas comment dire, c'est pas que je m'en souviens à chaque fois, c'est que mon corps s'en souvient. Donc, quand je mange des frites, alors faut pas que j'en mange trop non plus, mais la bonne frite de kebab bien grasse dans un barquette en plastique avec beaucoup de sel, pour moi, c'est vraiment la fête. Et les Chinois, les médecins chinois traditionnels ont un rapport à la nourriture assez intéressant, je trouve, au sens où ils prétendent pas dire il faut manger ça une fois pour toutes et définitivement. Avec une ascèse quotidienne où à la fin tu deviens verdâtre, tu te forces et puis tu as un gros craquage à minuit, tu manges une palette de nougat ou de chocolat. Non, pour eux, la transgression fait partie aussi de la règle, parce que sinon la règle est intenable. Et donc il y a l'idée qu'il y a une sorte d'ascèse quotidienne, tu manges pas trop, tu manges voilà, des choses utiles pour ton corps. Et puis 2 fois, peut-être 3 fois par semaine, tu as le droit à un repas de fête. Et le repas de fête, tu nourris autre chose. Tu nourris la joie, tu nourris la vie sociale, tu nourris. Et là, tu peux fumer, boire du vin, tu peux manger des frites. On s'en fout quelque part, au sens où c'est un prétexte. C'est un prétexte pour toute autre chose. Et donc, j'aime bien cette vision des choses parce que je trouve qu'elle nous donne de la liberté. Et j'aime pas les règles dogmatiques qui nous donnent qui nous enferment trop. Donc, je pense que pendant un moment, tu vois, je peux tenir un régime keto, mais qu'à un moment, je vais avoir besoin de manger du sucre juste pour admettre que c'est possible. C'est un peu ce sauvage et ce domestiqué dont on parlait, tu vois. Tout à fait. Et est-ce que tu as une chanson qui te rend particulièrement heureux, que tu écoutes régulièrement? Oui, Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. Donc Bobby McFerrin, il chante beaucoup avec des bruits de bouche, des trucs comme ça. Je sais plus comment on appelle ça, le scat, je crois, un truc comme ça. Et au fond, c'est un très très bon instrumentiste d'un instrument très paléo qui est sa voix. Et ça m'a toujours inspiré parce que il y a dans Dune aussi de Frank Herbert, il y a la voix du Bene Gesserit, qui est le Bene Gesserit, c'est une sorte d'ordre monastique de femmes qui contrôlent un peu le monde quelque part. Et elles ont un art étrange qui est de contrôler la voix. Et par la voix, elles arrivent à tout plein de choses de persuasion, même à transformer la matière, à faire un élan d'énergie avec cette voix. C'est la même chose dans Star Wars. Je suis dans la pop culture là. Mais Star Wars, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, les Jedi, quand ils veulent rentrer chez Jabba le Hutt, les gardiens de chez Jabba le Hutt disent à Luke Skywalker, non, tu peux pas rentrer. Il dit, si, je rentre. Et il rentre. Et les autres répondent, oui, vous pouvez rentrer. Et c'est la voix. C'est uniquement la voix du Jedi. Et ça, pour moi, ça a été toujours un peu un leitmotiv que la voix, c'est quelque chose qui est en nous et en même temps qui va vers le monde extérieur et qui, pour certains, ne se travaille pas. Or, enfin, travailler au sens de pétrir, tu vois, d'accepter, de jouer avec, de voir dans quelle tessiture je peux monter, descendre. Pareil dans le sifflement, il y a des gens, ils sifflent très bien, d'autres sont à peine capables de faire, tu vois. Et je trouve ça très impressionnant et ça me rappelle le chant des oiseaux, qui est à la fois un chant d'amour, à la fois un chant créatif et où il y a tout plein de possibilités qui s'exercent. Donc voilà, donc j'aime bien la voix seule. Tu me parlais de musique, mais j'aime bien les voix seules. J'aime bien les voix seules dans les chants sacrés, comme le chant monastique ou le chant lyrique. Dans les chants comme le chant corse ou des choses comme ça. Tu vois, je suis très touché chaque fois qu'il y a une voix et que ces voix se mettent ensemble, que le chant choral arrive à s'accorder. C'est-à-dire à la fois, c'est dur de s'accorder à soi-même, de trouver la juste tonalité de la voix. Et ce que j'ai vu, c'est que ça avait un pouvoir thérapeutique. C'est-à-dire que dans le soin, par exemple, quand j'ai accompagné des parturientes pour accoucher ou des gens qui avaient mal dans une chirurgie ou des gens, le fait de trouver la bonne voix pour leur parler, là, on arrivait à se mettre en résonance ensemble. Et j'ai constaté ça aussi que dans les radios comme France Culture, France Musique, tu sais, il y a une signature auditive. Elles ont un certain timbre très précis, qui est très travaillé. Mais ça fait que si tu tombes sur France Culture, tu sais que c'est France Culture en gros. Ça va peut-être être un truc chiant, tu vois, mais t'entends que oui, alors à ce moment-là, Michel Foucault, tu vois, un truc un peu suave, où la voix de
la speakerine de TSF, par exemple, aussi, qui est une radio de jazz. Vous êtes sur TSF, quoi, ou tu vois, vous êtes sur FIP. Moi, me touche beaucoup. Et je suis capable même de pleurer. Il y a tout le monde, les gens peuvent pleurer pour des choses différentes. Moi, je peux pleurer à la musique, et notamment dans le chant choral à plusieurs, avec des voix qui peuvent être très graves ou très aiguës, de femmes ou d'hommes. Et ce que j'aime, c'est ce mélange-là. Et quand ce mélange arrive à former une juste mayonnaise, tu vois, ça dit quelque chose de moi. C'est-à-dire à la fois l'attention sur l'individuation, le travail avec soi-même, et puis comment je le mets avec les autres. Et pour conclure, si tu avais un seul mot à nous transmettre. Un truc inoubliable. L'espérance. L'espérance. L'espérance, c'est pas l'espoir, c'est pas la même chose. C'est pas suspendu dans le ciel à attendre un sauveur. C'est suspendu dans le ciel à me donner une direction à suivre. Et les Américains, ils avaient ça pour la poursuite de l'Ouest. Je l'ai raconté plusieurs fois, mais dans le rêve de la conquête de l'Ouest, alors qui a donné lieu à des calamités pas possibles, hein, mais qui fait partie de l'âme américaine quelque part, et je pense de notre âme à tous, c'est aller vers un ailleurs, oser aller vers un ailleurs, et ils avaient une étoile suspendue dans le ciel, et ils étaient dans des wagons bâchés, des camions bâchés qu'on appelait des Conestoga, ou des wagons en anglais. Et il y a une expression américaine, c'est « hitch your wagon to a star », accroche ton chariot à une étoile. Et pour moi, ça traduit cette idée d'espérance, qui est un renvoi direct à l'étoile des rois mages, en disant, mais il y a une étoile là, et ils la suivent, ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Un bébé. Rien de plus fragile, rien de plus inaccompli, rien de plus, au fond, puis là, le plus pauvre d'entre tous, il est au fond d'une mangeoire, avec de la paille au milieu des bœufs. C'est ça le truc que vous veniez voir, grandiose. Vous pensez que vous alliez voir le Taj Mahal ou la Tour Eiffel. Non, non, ils vont voir l'ensemble des possibles qui renaît au pied de cette étoile. Et donc j'aime bien cette image-là, et donc pour moi l'espérance c'est ça, c'est l'idée que il y a une direction à suivre qui nous est dictée par des valeurs, par des choix, mais je ne sais pas où ça va me mener. Ce sera imprévu, et ça va être probablement un éternel recommencement, une remise à neuf complète, et y compris de moi-même. Donc voilà, il n'y a rien à conquérir. J'ai juste à être. Ouais, et à aller voir. Et quelque part, je pense que c'est une des méprises des Américains. Tu vois, ils ont créé le concept de frontier. Frontier, il y a des borders, c'est le bord d'un pays, tu vois, c'est les frontières habituelles. Frontier, c'est une frontière qui n'existe pas. C'est un truc qui est toujours repoussé plus loin. Et cette frontière, elle les a poussés à la conquête de l'Ouest jusqu'au Pacifique. Et au Pacifique, il fallait quand même aller plus loin. Il fallait faire le Golden Gate à San Francisco, tu vois, une porte, un pont doré, et puis aller plus loin, conquérir le monde. Et eux, ils ont pensé que c'était conquérir, au sens économique, militaire, etc. Mais ils se sont trompés. C'est juste, vous deviez toujours aller voir plus loin, découvrir, oser rencontrer. Et on vous a proposé la rencontre avec les Amérindiens. Vous ne l'avez pas voulu. On vous a proposé la rencontre avec avec tout. Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez toujours voulu conquérir. La leçon, elle t'est donnée 50, 100, 1000 fois, 2000 fois, jusqu'à ce que tu comprennes. Est-ce que les Américains vont comprendre? Est-ce que nous, on comprendra notre propre leçon à chaque fois? C'est une sorte d'apologie du voyage que je fais là, hein, d'éloge du voyage, qui est cohérente avec tout mon travail sur le bateau et la croisière. Le but de la croisière, aller à tel endroit, aller débarquer sur tel île. On s'en fout. C'est un prétexte. À la fin, puis aller sur l'île, bon, et so what? On réembarque quand est-ce qu'on... Et tu vois, il y a plein de marins qui sont pris par cette passion dévorante de bon, quand est-ce qu'on repart? Et encore une fois, je vais rester sur cette ambiguïté. Il y a une double... Il y a un paradoxe, il y a une ambiguïté, il y a une double nature chez nous. L'envie d'appartenir, d'être enraciné, de prendre place et de rester. Et puis le besoin de partir, de devenir, tu vois. Et donc c'est être et devenir quelque part. Merci beaucoup, hein, Louis, pour toujours tes éclairages qui sont très très riches. Je suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu apportes au collectif, pour ton courage, ta force de résilience, comme je le disais tout à l'heure. Donc, merci infiniment, merci pour ta confiance. Et puis, de toute façon, on suivra ce que tu proposes pour aider à cette transmutation de ce monde en pleine agitation. Merci beaucoup Valérie, c'est en cours, ayons l'espérance de ça. Et puis
recevons cet appel héroïque qui nous est lancé, hein, chacun peut être héros à sa mesure, mais il y a tellement de choses à faire, on n'aura pas trop d'une vie C'est pour ça. refaire de ce monde quelque chose de beau. Merci beaucoup Valérie Mottet. Merci, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode des Rencontres lumineuses pour une nouvelle humanité. Au plaisir de vous retrouver pour un autre épisode. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à découvrir les émissions scintillantes et également Douceur et Confidence. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.